Bonjour et bienvenue dans Forum africain sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou www.rfpp.net. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi du mois et comme tous les derniers du samedi du mois, nous parlerons des événements qui auront marqué l'actualité du mois en cours. Donc, nous aurons des invités qui pour l'instant ne sont pas là. Nous ferons un bilan de la COP22 parce qu'on en a presque pas trop parlé. On a un petit peu trop parlé l'année dernière de la COP21. Qu'en était de la COP22? Pas grand bruit. Nous aurons un spécialiste sur le plateau, monsieur El Ali Ibrahim, qui viendra nous en parler. Également aussi, nous ferons un point sur les primaires. Alors là, les primaires, le dénouement est prévu demain. Qui de Fillon ou de Juppé sera le candidat définitif de la droite? Mais alors là, je crois que tout le monde le sait. Peut-être que les sondages démentiront les sondeurs et les observateurs également. Mais toujours est-il que demain sera-t-il des deux? Qui de l'un et de l'autre sera véritablement le candidat choisi. Nous reviendrons sur l'événement qui a quand même marqué le mois, ce mois de novembre, c'est l'élection américaine. Alors on sait que le futur président, c'est-à-dire le 45e président des États-Unis, c'est bel et bien monsieur Donald Trump. Mais les supputations vont bon train aux États-Unis parce que semble-t-il qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il a remporté les élections, certes, mais il y a Hillary Clinton qui était candidate également, qui a eu 2 millions de voix de plus que lui. On nous parle d'un système électoral qui n'est pas au suffrage universel direct, mais indirect, c'est-à-dire que ce sont les grands électeurs qui sont déterminants. Donc, de ce côté-là, vu sous cet angle-là, c'est effectivement M. Donald Trump qui a remporté les élections, parce que ça, c'est officiel. Mais la question que de nombreux Américains, de nombreux observateurs se posent, c'est de savoir comment se fait-il que quelqu'un qui a 2 millions de voix, parce que ce n'est pas négligeable non plus, n'a pas pu remporter. Alors, avec nos invités et puis nos spécialistes maison, on verra ce qu'il en est exactement et puis qu'est-ce qui se propage et qu'est-ce qui se prépare. Est-ce que cela aboutira? Parce que ce ne sera pas la grande première. En 2000, on en sait quelque chose. Alors, nous ferons un tour, comme d'habitude, parce qu'après tout, Forum africain, c'est Forum africain. Donc, nous parlerons de politique africaine. Ce qui se passe en République démocratique. Il y a Matata qui est parti, il y a Dibamba qui est arrivé. Alors, à quoi joue notre cher président Joseph Désiré Kabila? Ça, nous le saurons. Également, nous parlerons de la République centrafricaine. On sait que le président Touadéra était à Bruxelles la semaine dernière, qu'il a demandé un prêt, une aide financière auprès de la communauté internationale de près de 3 milliards de dollars. Il en a reçu 2,2 millions. Ce n'est pas rien. Pour certains, c'est suffisant. Pour d'autres, compte tenu de la situation actuelle, il y a des priorités, il y a ceux qui sont prioritaires. Donc, ces 2 milliards 200 millions de dollars devraient pouvoir aider à redresser le pays. Aussi là, nous le verrons. Également, nous parlerons du Gabon. Oui, du Gabon. Parce que c'était fini, mais ça n'est tout de même pas toujours fini. Parce que le perdant officiel de l'élection, c'est-à-dire que Jean Ping, est en tournée européenne depuis quelque temps et on l'a vu écumer de nombreux plateaux revendiquant sa victoire. Et de l'autre côté, la situation aussi sociale au Gabon ne va pas très bien. Il y a les enseignants qui ne sont pas tout à fait prêts. Il y a des grèves. L'école n'a pas tout à fait repris aussi. Donc nous reviendrons là-dessus. Voilà, en attendant nos invités, je pourrais pas commencer, je n'ai pas l'habitude de faire les brèves. Les brèves, c'est acquis à Paul. Il n'est pas là et moi j'ai une brève aujourd'hui je ne sais pas si tous les auditeurs sont au courant, mais c'est qu'il y a un bouleversement qui vient de se produire quand même dans le monde, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que Fidel Castro, le président cubain, est mort. La nouvelle a été annoncée par son frère Raoul qui lui a succédé il y a à peu près 10 ans. On sait très bien que depuis quelques années, Fidel Castro n'était pas en bon état de santé. Donc, il s'était retiré du pouvoir au profit de son jeune frère, Raoul. Et aujourd'hui, donc, nous avons appris la nouvelle par, effectivement, ce jeune frère qui a dit que son frère, qui était âgé de 90 ans, est mort. Alors, Fidel Castro, El Comandante, pour de nombreux, est quand même un homme politique qui aura marqué son siècle. On a l'impression que la page du XXe siècle est en train de se tourner avec toutes ces personnalités d'un certain âge, 90 ans, 80 ans, qui partent, parce que Fidel Castro aura marqué l'histoire de son temps. Notamment, la preuve, il a tellement tenu tête à la puissance et la puissante voisine que sont les États-Unis, l'Amérique, si bien qu'il a été mis sous embargo pendant pratiquement 50 ans. Et il n'y a que l'année dernière que le président Obama a rompu pour certains, c'est une ignominie parce qu'elle n'aura servi à rien. Cuba est resté Cuba, Fidel Castro a continué à régner. Et voilà, donc de ce point de vue-là,
On se dit que une page, on reviendra là-dessus parce que c'est quand même un événement majeur. C'est quand même un événement majeur, la mort de Fidel Castro. Une petite pause et nous retrouvons nos invités. Yes, Mr. Mandul Music. Ciao, Jah will come one day, Papa no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Mama no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Papa no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Mama no cry. Everything is gonna be alright. Chaque jour quand je me lève, je remercie le Tout-Puissant Jah Jah qui nous donne la paix à chaque fois. Cultivons la foi, vivons dans la joie. Notre vie vaut plus que de l'or, mais dans la main que plein de joie et tout le monde au paradis. Jah will come one day, Papa no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Mama no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Papa no cry. Everything is gonna be alright. Jah will come one day, Mama no cry. Everything is gonna be alright. Simplicité, ne pas se vanter. L'éducation c'est la solution, c'est la paix. Sur ce rythme, je vise dans la ville. Amen, Jah nous donne la force tranquille. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Qu'importe la couleur, on a tous des valeurs. Un pour tous et tous pour un. Non pas de discrimination, un peu de compréhension, ouais. Non pas de discrimination, ouais. Un peu de compréhension, ouais. Non pas de discrimination, nous sommes tous pareils. Give thanks. Everything is gonna be alright. 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 Yeah, 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 yeah. Wow. Mark to my heart, man. Get to the quad. No argument can start it nowhere. This is the story about Diane. We want involved with the lion. Hope she's someone I could rely on. We cuddling plus shoulders to cry on. Stubbornness no fit tough like iron. Plus you not fit drop no bag of wagon. She a try figure out who I am. I'm the first time she dial. In my bed, I know exactly that's where she wanna be. In my bed, she's not saying it, but I know what that look means. In my bed, yeah, she's saying it smartly. In my bed, I know that. Not a social commentary, no introduce her to no documentary. She no business how much she talented, depends on what you presented. And she want the never give up at the century, and she no really care about the entry. She know from me don't burn the sensei. She said she ready differently. In my bed, I know exactly that's where she wanna be. In my bed, she not saying, but I know what that look mean. In my bed,
Merci à Lucien qui nous met cette bonne musique et c'est en même temps pour moi l'occasion de lui souhaiter une excellente, je ne sais pas comment dire le mot, c'est la bienvenue vraiment parce que Lucien nous a quittés depuis le mois dernier, il est revenu aujourd'hui et c'est un bonheur, c'est avec bonheur Lucien que je te retrouvais à la technique vraiment. Lucien, merci et chapeau. Et de nos amis du côté du Sénégal, est-ce qu'ils nous écoutent? Ah super, nous sommes écoutés du côté de Sénégal. Voilà, merci, salut à tous nos amis du Sénégal, notamment de la ville de Dakar. Bon, alors, je passe la parole. Bonjour à monsieur Ibrahim El Ali, qui est l'un de nos invités. Non, je voulais juste dire en Wolof un petit bonjour à nos amis du Sénégal. Sama mbokk Sénégal na ngeen def naa di ngeen ma déglu tey. Ah super, vraiment, merci beaucoup. Alors, la voix que vous avez entendue, c'est celle de l'un de nos invités, monsieur Ibrahim El Ali, qui est le président de Blue Green France. Voilà. Lui, il est là, c'est un spécialiste de l'environnement. Il va nous parler c'est lui qui nous fera le bilan de la COP. Mais n'empêche que comme c'est un homme de la société civile, malgré tout, un homme influent de la société civile, on fera un tour d'horizon de l'actualité politique africaine avec monsieur Ibrahim El Ali, en attendant l'arrivée de monsieur Kemayou et de monsieur Bamare Nochinjang. Alors, nous revenons maintenant sur le sujet, vraiment, les sujets qui feront notre débat ce matin, à savoir l'élection. On va commencer par l'Amérique, parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans ce pays le mois dernier, à savoir l'élection de M. Donald Trump. Malgré tout ce que l'on peut dire, pour l'instant, c'est M. Donald Trump. Et les supputations, comme à l'introduction, je le disais, vont bon train entre le fait que peut-être qu'il pourrait avoir un renversement, c'est-à-dire que Mme Hillary Clinton a eu plus de voix que lui sur le plan comptable. Alors, les électeurs, il a 2 millions de plus. Et ça interroge. On dit, comment se fait-il que un candidat qui a pu avoir 2 millions de plus que son adversaire ait perdu les élections? Mais non, c'est qu'aux États-Unis, les élections ne se passent pas comme en France. Voilà, c'est au suffrage universel indirect. Donc, ce sont les grands électeurs qui font le président. Et voilà. Ce qui fait que lors du Congrès, ce sont ces grands électeurs. Il en faut 270. Et M. Trump en a eu 309 et Mme Hillary Clinton 222. Alors, si il faut qu'il y ait un renversement des situations, c'est-à-dire que le jour de l'élection, de l'officialisation de son installation au pouvoir, que ces grands électeurs décident comme ça de voter pour Mme Clinton, et les dés sont faits, parce que c'est eux qui décident. On a voté, certes, il a eu 309, mais il peut en avoir qui décident ce jour-là de voter pour Mme Clinton, et elle sera élue candidate présidente des États-Unis. Alors là, ça, c'est quelque chose. Est-ce que ça pourrait arriver? On ne sait pas, mais toujours est-il que Jill Stein, une des candidates aussi qui a concouru à l'élection présidentielle américaine, qui était une écologiste, certes, elle a perdu, mais les démocrates l'accusent d'être à l'origine de la défaite de Mme Clinton. Parce qu'elle a eu 0,55% de voix. 0,55% de voix aux États-Unis, ça fait des millions de voix tout de même. Alors, on l'accuse d'avoir été quand même une des causes de la défaite de Mme Clinton. Alors, peut-être pris de remords. Ça, c'est une vision, c'est un point de vue que j'assume. Elle a décidé de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Elle a demandé un recomptage. Non, le recomptage ne sort pas de l'ordinaire, pas du tout. Elle a demandé, parce qu'en 2000, on sait que c'est le même problème qui a opposé le candidat démocrate Al Gore à M. Bush Jr. Et en fin de compte, M. Al Gore a dû jeter l'éponge parce qu'on lui a demandé que c'était plus démocrate d'accepter sa défaite. Voilà. Mais il en avait eu près de 500 ou 700 000 de plus que M. Bush. Les grands électeurs en ont décidé autrement. Alors aujourd'hui, Mme Jill Stein a demandé de recomptage dans 3 États clés. Et on dit que ça coûte beaucoup d'argent. S'il faut recommencer le recomptage des voix, c'est très cher. Et pour cela, il faudrait de l'argent. Mais personne n'est prêt à mettre de l'argent. Alors, elle a organisé une espèce de quête nationale et demande à toute personne éprise de démocratie de cotiser et que, fort de cet argent, on pourra donc recompter les voix dans ces 3 États où on estime qu'il y a eu des fraudes. Et voilà, actuellement, c'est là où nous en sommes. Alors, monsieur Ibrahim El Ali, qu'est-ce que vous pensez de cette élection de M. Donald Trump et aussi de de cette petite polémique qui commence à jaillir comme ça aux États-Unis sur le fait qu'il y aurait peut-être eu des fraudes dans 3 États et que 2 millions de voix quand même, quelqu'un qui remporte une élection avec 2 millions de voix de plus que son adversaire, normalement devrait être élu. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le système américain est assez particulier, comme vous l'avez souligné, c'est que c'est les grands électeurs qui votent pour un président. Ils ont ce système de démocratie qu'ils ont choisi et c'est celui-là qui fonctionne. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir plus d'électeurs qui votent pour vous en nombre dans la totalité des États, mais ça ne correspond pas forcément parce qu'il y a des États qui sont avec une grande majorité de population, mais qui ont très peu d'électeurs. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a un différentiel. Mais pour revenir à votre question, parce qu'il y a une double question, on voit bien que même dans les plus grandes démocraties
démocraties du monde, il y a des problèmes de recomptage des voix. Et ça, c'est un problème qui devient mondial. Non seulement mondial, mais on le souligne tout le temps. À chaque élection dans nos pays en Afrique, il y a un problème de recomptage des voix qui se pose. Donc, ça ne concerne pas seulement que l'Afrique, c'est une question de démocratie qu'il faut vraiment appuyer. Et on voit qu'il y a une crise générale mondiale de la démocratie, un recul, parce que l'effet de la mondialisation des grandes entreprises se développe au profit de la souveraineté citoyenne. Et j'espère qu'au cours de cette émission, on reviendra sur aussi la question du recomptage de voix qu'on a posée au Gabon, qui est aussi dans l'actualité. Et il y a la deuxième question que vous avez soulignée, c'est ce que je pense de Trump. Je pense que Trump, contrairement à Hillary Clinton, est un homme d'affaires. Donc, on va avoir une nouvelle politique américaine qui va être plus tournée vers l'Afrique dans un esprit d'affaires plus que dans un esprit de diplomatie de guerre ou une diplomatie diplomatique. Donc, on va se recentrer sur un peu une Afrique productrice de richesse. Et je crois que Trump fera beaucoup plus de bien à l'Afrique que Hillary Clinton. Vous le pensez? Oui, totalement, oui. Est-ce que vous pensez qu'il va aller dans la même ligne que on a vu Obamacare avec de différents plans? C'était l'électrification de l'Afrique, parler de près de 60 millions de foyers illuminés, électrifiés d'ici 2030. Il a parlé aussi on a vu le président Obama sur le plan économique inviter des jeunes entrepreneurs à la Maison-Blanche. Il y a eu cette proximité comme ça entre le chef d'État. Certes, il a quand même des origines africaines. Est-ce que vous pensez que cette proximité-là, je pense juste sur le plan économique surtout, continuera, ou alors sur le plan du développement vraiment de l'Afrique? Par exemple, cette question d'électrification. Est-ce que ce plan et ce projet qui a été adopté par le Sénat américain, oui, est-ce que Donald Trump va continuer dans la même lancée? Mais Donald Trump, il va penser en homme d'affaires. Il y a un projet d'électrification. Déjà, la fondation ici, qui a été portée par Borloo, aussi le pose. Mais la vraie question que nous, Africains, on doit se poser, c'est comment ça se fait que les grands projets d'électrification ne soient pas pris en main par nous-mêmes, Africains. Et on va porter ces projets auprès des Nations Unies, auprès des grands bailleurs, pour que ça se réalise réellement. Et c'est toujours des Américains ou des grandes compagnies européennes qui viennent porter ces projets. Et souvent, déjà, la Fondation Borloo a ramassé plus de 3 milliards avec des institutions africaines, avec d'autres institutions. Pourquoi ce n'est pas une structure africaine elle-même qui porte ce projet et qui va faire l'électrification? Parce que ce que j'ai bien peur, c'est que dans ces grands projets, que ce soit américains, européens ou autre chose, c'est des frais de consulting, des frais qui font que, au résultat, l'Afrique encore, on va impacter beaucoup d'argent sur des projets de développement, mais sur le terrain, on va avoir très peu de réalisations. Juste où ça va être des réalisations un peu greenwashing pour montrer un peu qu'on a fait quelque chose, mais depuis l'indépendance, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce que j'appelle aux Africains d'être plus portés sur la question d'amener des projets d'électrification, d'agriculture ou d'autres choses, mais que ce soit eux qui le portent. Que ce soit eux les précurseurs. Oui. Mais on a le grand artiste sénégalais, vous venez de parler du Sénégal tout à l'heure, et quand il y a ce projet aussi d'électrification de l'Afrique, on ne sait pas, là on l'a entendu à grand renfort de publicité, je ne sais pas, brûler au sens positif du terme, vouloir vraiment se battre vraiment de ramener, d'illuminer le continent, parce qu'on a un continent qui est dans la pénombre, au sens propre comme au figuré. Alors, ils veulent ce projet aujourd'hui, il y en a qui parlaient, disaient qu'on lui avait mis des bâtons dans les roues, parce qu'il y a plutôt ces grands, vous avez parlé de Borloo qui sont là, les Américains qui sont là, mais aujourd'hui, vous parlez des Africains qui devraient être les précurseurs. On a ce jeune, parce qu'il est quand même un jeune artiste, il est certes mondialement connu, mais il y a aussi cette jeunesse, cet élan qu'il a eu. Mais pourquoi est-ce que son projet n'a pas fait écho sur le plan pratique? Mais son projet, comme beaucoup de projets d'Africains, il manque un peu de rigueur sur... Je ne parle pas de ce projet, je ne le connais pas précisément. Mais nous, nos États africains, on manque de rigueur sur la tenue des comptabilités, et parce que le système économique mondial, il repose sur une capacité de vérification des comptes, la Cour des comptes pour voir où va l'argent et tout. On manque un peu de rigueur. Ça commence à venir, on ne peut pas le dire. Mais c'est justement, je ne pensais pas qu'un projet soit porté par un acteur en Afrique, mais que des États se réunissent, disent qu'il faut qu'on trouve une solution pour cette question d'électrification. D'autant plus qu'on a tout ce qu'il faut. On a l'hydraulique, on a le soleil. Il y a le barrage d'Inga qui est l'un des plus grands barrages au monde. On va parler de la République démocratique du Congo, qui est le barrage d'Inga qui est immense. On dit, d'après de nombreux analystes, ce barrage pourrait illuminer ou bien de nombreux, outre ce pays, mais jusqu'en Afrique du Sud. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le statu quo? On parle d'un barrage, on nous parle de la grandiosité de ce barrage, de ce qu'il pourrait faire, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge.
Mais justement, ce barrage, si vous parlez du fleuve Congo, c'est le fleuve, s'il est le troisième fleuve du monde, il y avait l'Amazonie, le Nil et ensuite le Congo, il reste quand même le fleuve Congo, le fleuve qui a le débit le plus important. C'est Et ça. en termes d'hydraulique, en termes d'énergie hydraulique, c'est le débit qui compte pour produire de l'énergie. Le fleuve Congo, à lui tout seul, pourrait illuminer toute l'Afrique centrale, effectivement. Mais c'est la problématique de nos continents, de nos pays. La plupart du temps, nos chefs d'État cherchent à faire des grands projets, pas pour vraiment développer le pays, mais pour pouvoir avoir beaucoup de capital qui vont pouvoir répartir ailleurs ou autre chose. Ils sont plus soucieux de comment répartir des grands projets, l'argent, plutôt que de construire vraiment le pays. C'est ce qu'on a constaté jusqu'à présent. Mais on a le potentiel. Et c'est ce changement en Afrique là qu'on doit construire à présent, maintenant, que nos acteurs africains, mais aussi des structures régionales, parce que quand on voit le corridor d'autoroute qui se fait entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est en place en ce moment. Donc nos institutions, nos structures régionales peuvent porter ces projets également, au lieu que ce soit des fondations américaines ou européennes. Et on a maintenant la diaspora, on a l'élite en tout cas capable de porter ces projets. On voit de plus en plus même des grandes multinationales qui vont en Afrique, qui recrutent des Africains. Ça veut dire qu'on a le potentiel humain pour pouvoir réaliser ces projets maintenant. Mais je ne pense pas qu'ils doivent être faits par un artiste ou une personne. Il faut qu'ils soient véhiculés par ces projets qui touchent l'Afrique, doivent être portés aussi, en même temps par le politique, mais en même temps des grands acteurs. Les politiques sur le continent, on sait à peu près comment ça fonctionne. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est toujours cet intérêt. L'intérêt est beaucoup plus, à la limite, on pourrait dire personnel, matériel, que l'intérêt commun des populations. Et la question, moi, je voulais vous poser à vous, monsieur Ibrahim El Ali, qui est un peu, si on peut dire, qui connaît un peu les rouages de certaines, comme on peut dire un peu les arcanes du pouvoir en Afrique, parce que vous avez quand même eu à côtoyer ces personnalités. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi, il y a une question que je me pose toujours régulièrement, c'est, mais pourquoi ne s'intéressent-ils pas au bien-être de leur peuple ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il vous est arrivé, vous, qui avez rencontré certains chefs d'État, je ne sais pas, c'est une question, vraiment, je pose la question de l'homme de la rue. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à leur peuple? Ça, c'est une question. Pourquoi quand on construit, quand on conçoit, on ne conçoit pas dans l'intérêt des autres, pour l'intérêt du peuple, mais c'est d'abord voir ce que nous, lui, personnellement, ça va, puis leur entourage. Pourquoi? Je pense que ce que vous dites est une fausse réalité. Nos chefs d'État se soucient de leur peuple. Mais la question de nos chefs d'État, vous prenez un État comme le Mali ou le Sénégal, Oui. le budget de l'État du Mali, il correspond à 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est la moitié de la pénalité de BNP Paribas quand il a fait la transaction en dollars avec l'Iran pour les Américains. C'est la moitié. La BNP Paribas a dû payer 8 milliards de dollars. Oui, ça veut dire que nos États sont très fragiles devant les multinationales. Et ils sont en fait pris par la gorge, nos chefs d'État. Souvent, c'est les multinationales qui jouent qui fixent les règles du jeu plus que nos chefs d'État. Maintenant, quand ils passent sur des grands projets, souvent ils sont pris au piège dans un certain système. Ils n'arrivent pas à avancer réellement. Et c'est pour ça, je pensais à des projets comme l'énergie, que ce soit fait de façon régionale. Et là, quand c'est plusieurs chefs d'État qui peuvent porter le message, parce que la COP22 vient de se terminer, au niveau international, parce que ça impacte maintenant sur le monde entier ces questions d'énergie, ces questions d'environnement. Je ne manquerai pas de vous souligner que dans le Sahel, on a encore une coupe de bois incroyable. Vous allez à Bamako, il y a plus de 1000 camions qui amènent des coupes de bois pour que les gens fassent la cuisine à la maison ou quelquefois dans les villages, on s'illumine quand il y a des lectures de Coran la nuit, on prend du bois, on le brûle pour pouvoir avoir la lumière. Alors qu'on a du soleil, on a tout ce qu'il faut. Bon, c'est des problématiques qui sont quand même très importante d'éducation, de former des gens autour de la réparation des produits des photovoltaïques. Oui, exactement. On a tout un ensemble de circuits qui font que nos chefs d'État, s'ils ne mettent pas cela en route, quel que soit le projet, ça ne pourra pas aboutir. Parce que c'est une repensée de l'éducation en Afrique qui est un système, comme on a eu en téléphonie, le saut technologique pour la téléphonie. Il faut qu'on repense une éducation qui soit complètement adaptée à nos besoins africains. On parle d'énergie, les fondations Bordeaux et autres choses pour faire de l'énergie, et personne n'a parlé de mettre un peu partout des écoles pour former des techniciens pour réparer tout simplement. Moi, j'avais fait un projet au Mali sur un dispensaire, on avait mis un photovoltaïque. 6 mois plus tard, je suis revenu, j'ai vu que les batteries étaient en panne, et quand j'ai demandé pourquoi, c'était un truc très facile à réparer. Ça n'a jamais fonctionné après parce qu'ils n'ont pas amené un petit technicien à le réparer. Donc, on a besoin vraiment de former des gens par rapport à une technologie. Et aussi dans la maintenance.
maintenance aussi, parce qu'on Et a de la passé maintenance, bien véritable sûr, le problème suivi, la chez nous. maintenance et tout le Ah reste. oui, c'est ça. Alors, est-ce que aussi l'avantage aujourd'hui pour l'Afrique, hein, est-ce qu'ils n'ont pas un nouvel avantage, c'est d'avoir diversifié leurs partenaires économiques? Parce qu'autrefois, dans les pays, je prends le cas des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment de ce qu'on appelle l'Afrique centrale, le seul partenaire n'était que la France. Mais aujourd'hui, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a le Maroc, c'est-à-dire il y a déjà ces partenaires même intra-continental. On a par exemple le Maroc qui fait une grande percée dans ce domaine-là sur le continent africain. Est-ce que ça aussi n'est pas quelque chose qui est un avantage? Et il devrait, le happer au vol et vraiment pour poser les jalons des choses un peu plus sérieuses. Oui, c'est vrai. Le Maroc, pour vous reciter le Maroc, par exemple, il est le premier investisseur en Côte d'Ivoire devant la France depuis l'année dernière. On a maintenant un développement sud-sud et c'est intéressant à développer. Par exemple, la Tunisie a beaucoup de technologies qui pourraient ramener en Afrique subsaharienne. L'Algérie a beaucoup de structures d'énergie, d'eau qui pourraient aussi amener cette technologie en Afrique subsaharienne. Le Maroc, en agriculture, en construction, le logement social, en cimenterie, en projet. De toute façon, lui, il est très actif en banque, en assurance. Ils sont très, très actifs sur un peu une pénétration des marchés africains. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a vu, comme vous le dites, un peu, nos États sont quand même... Avant, ils avaient un seul tunnel entre la France et ces États. Maintenant, on a la Turquie, le Brésil. Et c'est en cela que l'élection de Trump est une bonne chose. C'est qu'en fait, on va avoir un regard plus d'hommes d'affaires, plus un regard de projet sur l'Afrique qu'un regard de diplomatie et de guerre. Donc... Mais la réalité, elle est plus profonde que celle-là. La réalité, c'est qu'on n'aura pas d'émergence ni de développement en Afrique si on n'assoit pas une vraie démocratie dans nos pays. Parce que nos pays, la plupart de nos chefs d'État, ils contrôlent la capitale, 20 km, 30 km autour, et tout se fait autour de la ville. Il faudrait impérativement, au lieu de parler d'une politique de développement de la capitale ou de la ville, de faire une densification des villes moyennes. Il faut décentraliser. Décentraliser une densification des villes moyennes pour permettre à ce que justement qu'il y ait des réseaux électriques qui soient connectés, qu'il y ait l'énergie pour que un peu le numérique demain aussi puisse se développer. C'est cette densification qui manque. Tant dans les villes moyennes que dans l'installation d'une forme de démocratie citoyenne décentralisée au niveau. Parce que quand on a des coopératives de femmes qui cotisent et qui doivent montrer un peu l'argent, ça marche très bien. Mais ce qu'on a malheureusement dans nos pays, c'est qu'on a la captation totale de l'argent au niveau du gouvernement et au niveau de la capitale. Et qui ne permet pas à ce que la décentralisation puisse être fonctionnelle. Même s'ils le disent de façon législative, ok, les régions vont vous gérer, ils ne donnent pas des moyens financiers, ni d'imposition locale, ni une taxation sur les transactions foncières, parce que le cadastrage des terrains, de nos terrains est un vrai problème qui permettait à nos régions de pouvoir un peu avoir une source de financement. Mais comme les femmes dans les coopératives ou les coopératives de paysans surveillent bien l'argent, aussi, dans les municipalités, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une sorte de cour des comptes citoyenne qui puisse aussi contrôler d'où va l'argent et comment ça a été mis pour le projet de développement citoyen. Et c'est ça qui manque réellement pour porter le développement en Afrique, plus que de grands projets qui viennent de l'extérieur. C'est ce développement inclusif, parce qu'on nous parle souvent de 9%, de 8% d'émergence, mais quand on rentre dans les détails de ces émergences, on voit tout le temps que ce sont les grandes compagnies internationales, Bouygues, Bolloré et autres, qui captent cette émergence-là, plus que le citoyen lui-même. Bon, c'est vrai que quand les ponts et les routes sont installés, c'est bon pour l'avenir. Mais pour l'instant, ce qui manque, c'est qu'on a un fossé social qui se creuse de plus en plus entre ce qu'on voit, les 4x4, la classe dite moyenne, la nouvelle classe moyenne africaine. Il y a un fossé qui se développe de plus en plus et c'est un facteur de fracture sociale important à l'avenir si on ne colmate pas dès à présent, de regarder comment essayer de faire que s'il y a une émergence, que ça concerne aussi les citoyens. Mais le problème est un peu plus mondial, cette déclassification entre les classes dites moyennes et puis les classes les classes pauvres, voilà, si on peut dire ainsi, parce que de plus en plus, même dans le monde, en France, le fossé se creuse entre ces différents. Est-ce que ce n'est pas le système économique mondial lui-même qui est porteur de ce germe destructif à la limite?
Non, mais ce qui est intéressant dans ce fossé, c'est que quand même on voit une classe moyenne qui se développe dans les grandes villes africaines, une classe moyenne de plus en plus importante, qui sont donc des consommateurs. Mais bon, il faut aller plus loin, il faut descendre, il faut vraiment avoir une vraie politique de décentralisation, parce que jusqu'à présent, on a une unicité de la caisse centrale qui est tenue, qui est même tenue souvent, même pas par le gouvernement, mais par le palais lui-même, et on a un système de taxation, même nos États sont trop fragiles. Il faut renforcer la capacité de nos États à prélever des impôts, à trouver des sources de richesse pour le pays. Et on a les moyens de cela. Mais il faut même, vous touchez un point qui est très précieux, c'est diversifier les sources de richesse, parce qu'on a des pays qui sont complètement des pays rentiers. On a un pays comme le Gabon, dont on parlera tout à l'heure, dont la seule source de richesse de l'État, c'était le pétrole. Mais là, dans l'agriculture, très peu de personnes diversifient leurs différentes sources de richesse. Pourquoi ? Madame, récemment à l'OCDE, justement, un comité de juristes fiscalistes se sont penchés pour créer ce qu'on appelle le BEPS. Le BEPS, et j'avais travaillé sur ce projet-là, c'est de faire une traçabilité, une cartographie, une traçabilité de l'endroit où les multinationales prélèvent le pétrole et quelle est la source d'imposition qu'ils laissent pour le développement dans ce pays-là. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est tout à fait récent et qui est à suivre. Malheureusement, ce n'est pas encore public. Ça ne concernera que les États. Les sociétés civiles, les ONG auraient été très intéressés par pouvoir suivre. Mais ce qui se passe en Afrique centrale, souvent, c'est que les multinationales de pétrole s'arrangent avec les chefs d'État, avec les pouvoirs, s'arrangent la plupart du temps. On a vu dans le passé, dans un pays comme le Congo-Brazzaville, on a vu par le passé une société comme Elf ne payer que moins de 10 000 euros d'impôts par an à l'État, ce qui est complètement... Alors qu'ils prélèvent la totalité des richesses. C'est une aberration totale. Et c'est inimaginable que nos sources de richesse ne permettent pas à ce qu'il y ait un développement de nos pays. Et ça, c'est au niveau de l'imposition, ce dont je parlais. Nos États sont très fragilisés. Peut-être que leur compte bancaire en Suisse, ailleurs, n'est pas fragilisé, mais nos États, avec leur capacité de prélever des impôts qui soient visibles, qui soient tracés et qui ensuite se répartissent dans nos pays, sont vraiment désarmés un peu. Et on prend un pays comme le Gabon qu'on va citer, c'est inimaginable qu'il n'y ait pas la couverture médicale universalisée pour un pays qui a 1 500 000 habitants, ou 1 800 000 si on compte les naturalisés également, avec toute la richesse en pétrole et ailleurs, alors que... les gens, on trouve des femmes qui vont jusqu'à la clinique, jusqu'à l'hôpital et être obligées d'accoucher à la pelouse. C'est quelque chose qui, dans notre siècle, est inimaginable et inacceptable. Une courte pause, et nous revenons. Super. Comme dans les pires cauchemars où tout est permis, je te passe les détails des galères de la vie. Ça fait belle lurette qu'ici plus rien n'est harmonie. Leur seul intérêt n'est qu'argent et profit, pendant que toi, Mama Africa, terre de nos ressources, c'est toi qui souffres. Je te passe les détails des galères de la vie. Ça fait belle lurette qu'ici plus rien n'est harmonie. Leur seul intérêt n'est qu'argent et profit, pendant que toi, Mama Africa, terre de nos ressources, c'est toi qui souffres. Ils mangent tes fruits, pêchent ton poisson, l'eau, le bois, rien à foutre. Notre écosystème pour eux n'en vaut pas la peine. Berce de ce monde, Mama, c'est toi qui souffres. Berce de ce monde, Mama. Africa, Mama Africa, Mama Africa, 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 Mama Africa, Mama Africa, Africa. 400 ans d'esclavage ont-ils rendu ce monde plus sage? L'Afrique sur une carte, voici bientôt le découpage. Frontières inégales, oh merci pour le paysage.
Rwanda, Somalie, Congo, aïe, quel carnage. Hey, Africa, Mama Africa, Mama Africa, 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 Mama Africa, Mama Africa, Africa. Je sais que les enfants de Babylone ne rigolent plus. Je sais que les enfants d'Africa ne rigolent plus non plus. Depuis que Babylone est venue, depuis que Babylone a survécu à ceux qui vivent là-bas et qui au cœur blessent Africa. Ma Africa, Mama Africa, Mama Africa, Africa, Ma Africa, Mama Africa, Mama Africa, Je sais que les enfants de Babylone ne rigolent plus, ni les enfants d'Africa ne rigolent plus non plus. Et maintenant qu'on sait tout ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ma Africa, Mama Africa, Mama Africa, Ma Africa, Mama Africa, Mama Africa, Merci infiniment Lucien pour cette musique qui cadre avec les différents thèmes que nous allons aborder ce matin sur le continent. Il est vraiment de retour notre technicien. Encore merci Lucien. Alors nous continuons. Avant de passer au sujet suivant, je voulais juste te poser une petite question. Vous parliez des chefs d'État en Afrique qui sont pris au collet, si on peut le dire. Est-ce que quelque part il n'y a pas un manque de volonté politique chez ces chefs d'État? Je prends un exemple simple, Monsieur Ibrahim El Ali. On a le cas du Cameroun, du Gabon. C'est que le Gabon, c'est la deuxième forêt après la forêt amazonienne. Je prends le cas du Cameroun, par exemple. Il y a une région, c'est la région de l'Est du Cameroun. C'est là qu'est centralisée une grosse partie du bois du Cameroun, qui, comme vous le disiez, est coupé tous les jours. Et à partir de 2-3 heures du matin, dans cette ville, la capitale, vous allez voir des immenses camions, comment on les appelle, des grumiers, qui passent avec des billes et des billes de bois. À longueur de nuit, c'est sans arrêt. Et ce qui est étrange, et c'est qui est vraiment une question à laquelle vous avez du mal à trouver une réponse, c'est que la zone de l'Est est la zone la plus enclavée du Cameroun. C'est la zone la plus, vraiment, la moins scolarisée. Et c'est là que sont confinées la majorité des richesses. Vous avez de l'or dans cette région. Et dernièrement, il y a du diamant qui a été... Voilà, le Cameroun fait partie aujourd'hui du club Kimberley, dont le club est cercle très fermé des pays producteurs de diamants. Et c'est dans cette zone également que se trouve ces richesses. Alors, ce qui est très étrange, c'est que ces billes, ces camions, ces grumiers qui transportent ces billes de bois à longueur d'année, il n'y a pas de route. Il n'y a pas, dans cette région, les gens ne parlent plus de nid de poule, ils parlent de nid d'éléphant. Parce qu'en saison des pluies, les camions rentrent carrément dans ces trous béants, des trous béants, et ont du mal à en sortir. La question qu'on se pose, est-ce que ces chefs d'État ne peuvent pas imposer, avant de leur prélever de l'impôt, la première des choses qui est simple, vraiment c'est d'une simplicité absolue, leur demander au moins
réfectionner, de construire les routes sur lesquelles ils vont transporter le bois. C'est la moindre des choses. Et par ricochet, cela pourra aussi impacter sur ces agriculteurs qui ont du mal à transporter leurs vivres, leurs marchandises sur le marché parce qu'il n'y a pas de route. Est-ce que ce n'est pas une chose aussi simple qui, à la limite même banale, leur demander très bien, l'impôt c'est autre chose, mais la zone dans laquelle vous venez prélever cette richesse, au moins donner le minimum. On dit que la route, où la route passe, le développement suit. Vous voyez ? Mais là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Et ce sont toujours ces prédateurs, ces multinationales qui sont les premiers à se faire des richesses sur le dos de ces pauvres populations. Qu'est-ce qui coûte à un chef d'État de demander, avant de prélever les impôts, de demander pourquoi on ne leur demande pas de faire ces routes, de construire ces routes? C'est la moindre des choses. Je pense que ce ne sont pas aux industries de bois de construire les routes, c'est à nos États de construire les routes. Mais par contre... Oui, mais de contribuer. Absolument, de contribuer. Il faut contribuer plus que largement même, parce que cette richesse, elle doit être imposée largement. Mais ce qui est le plus important dans ce que vous dites, c'est qu'au Gabon, au Cameroun, mais partout ailleurs, on coupe le bois, mais malheureusement, on ne reboise pas derrière. Au moins, il y aurait une charte qui devrait être établie pour chaque société forestière. Chaque bois, chaque pilier, chaque grume coupé, il faudrait qu'il y ait 100 arbres replantés derrière. Et ça devrait être quelque chose d'impératif, parce qu'on va couper jusqu'à quand? On est encore le poumon du monde, parce que je vous ai dit que le fleuve Congo, s'il était le principal fleuve qui a le débit, ce qu'on a constaté également, les environnementalistes, c'est que si l'Amazonie est la plus grande forêt du monde, la forêt du Congo est celle qui produit le plus d'oxygène et celle qui capte le plus de carbone. Donc, l'Afrique est encore le réservoir de la biodiversité, mais le réservoir de l'oxygène du monde. C'est une vraie richesse en termes de captation du carbone et qui va être valorisée dans ces processus de COP22, justement, qu'on est en train de mettre en place. Mais malheureusement, les gens, ils sont toujours dans le prélèvement des ressources, que ce soit l'or, le pétrole ou le bois. Ils pillent, ils ne construisent rien derrière. Au moins, pour le bois, les forestiers, quand ils coupent, ils devraient replanter derrière. Maintenant, sur la richesse qui est produite, évidemment, il faudrait qu'il y ait un prélèvement des impôts dessus qui profite à la construction des routes sur les chemins où ils passent. Ça, c'est indiscutable. Mais ça n'existe pas. Ce sont les routes les plus enclavées, ce sont les endroits les plus enclavés. Mais jusqu'à maintenant, les routes sont inexistantes. Je vous ai dit au début de l'émission, c'est que les multinationales qui sont installées en Afrique sont plus puissants que nos chefs d'État. Donc c'est ça qui impacte aussi la question de l'intégrité et la question de la corruption. Quand vous avez une multinationale, une seule qui est plus riche que le budget de l'État, c'est sûr qu'en venant mettre des enveloppes sur la table, il peut faire changer beaucoup de choses. Mais parce qu'on veut bien accepter les enveloppes. On a le cas du président Thomas Sankara qui n'acceptait pas les gens, qui avait un discours tout à fait différent. Mais ça peut se faire, ça aussi. Les choses sont bien plus compliquées que ça. Me semble-t-il. Oui, ils sont plus compliqués. Il faut mettre des mécanismes pour permettre à nos États d'avoir des ressources plus importantes d'imposition, de restructurer un peu l'informel de telle sorte qu'il y ait une imposition, que quand on vend un terrain, qu'il y ait une imposition qui appartient à la collectivité ou à l'État. En tout cas, enrichir nos États est quelque chose de fondamental. Parce que tant que les multinationales sont les plus puissants, si vous n'acceptez pas l'enveloppe, votre opposant politique va l'accepter, il aura les moyens de vous renverser. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça. Donc c'est la même mise des multinationales parce qu'ils ont plus de moyens financiers. Même mise et même basse. Mais je vais vous rappeler juste quelque chose, ce qu'on dit tout le temps à mes amis africains qui nous écoutent, on nous vend toujours, vous savez, on nous avait vendu le greenwashing un peu. Maintenant, il n'y a pas une semaine à Paris sans qu'il y ait une conférence sur l'Afrique. Alors qu'il y a 10 ans qu'il y avait une conférence sur l'Afrique, c'était pour parler de misère et de choléra et de faim dans le monde. Maintenant, il n'y a pas une semaine sur Paris où on ne parle pas d'émergence en Afrique. Mais je vous le dis, moi je suis un expert des questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous le dis, je suis un expert des questions de développement en Afrique. Cette émergence qu'on nous vend, c'est une émergence watching. Ça veut dire c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? C'est encore un moyen de venir avec nos multinationales nous vendre, oh oui, vous êtes l'émergence, l'avenir de demain. Mais le fossé qui se creuse entre l'Afrique et les multinationales se fait de plus en plus grand. Moi, je préfère qu'on me donne le 0,001 de la croissance de la France que les 6% de la croissance du Mali ou du Sénégal. Parce que ce qu'on nous vend, on nous vend une croissance de 6%, mais on ne vous dit pas que vous faites 6% de rien du tout. Un budget de 4 milliards de dollars, c'est quoi?
C'est quoi? C'est un chèque qu'une Société Générale va payer comme ça en une nuit. Il va même pas le sentir. 4 milliards de dollars, très bien, mais sauf que le pays, c'est le franc CFA. C'est-à-dire, vous multipliez par 657,95, ça peut quand même permettre à ces pays. Déjà, si ce budget était utilisé à bon escient, parce que les 4 milliards, vous le voyez en dollars, mais nous, en Afrique centrale, on parle en termes de franc CFA. Voilà encore une autre aberration du continent à l'heure actuelle. On parle en termes de franc CFA. Le fossé qui se creuse entre les puissances occidentales et l'Afrique se fait de plus en plus. Il y a des potentialités. On a beaucoup de potentialités d'émergence et de croissance. C'est de notoriété, ça. C'est évident parce qu'on est encore un continent vierge. L'Eldorado à venir, c'est ici. Mais il faut que ce soit les Africains qui portent ce projet et non qu'on nous vante de l'émergence de watching. Est-ce qu'il ne faut pas attendre ça de la société civile au lieu de l'attendre des hommes politiques? Parce que les hommes politiques, à la limite, peut-être qu'on pourrait dire ils sont décevants jusqu'à l'heure actuelle. Depuis près de 55 ans, il n'y a pas de progrès. On a une double chance. C'est qu'on a un marché informel qui est très développé. Donc, ça veut dire la société civile. Elle représente plus de 80% du travail des gens, 50% du PIB de nos pays. Et c'est ce marché informel qui est capable de rebondir sur les potentialités de développement. Par exemple, vous prenez un pays comme le Kenya. Un pays comme le Kenya a réussi à avoir plus de 37 millions d'abonnés sur le money banking. Et à cause de ça, ça a dépassé le nombre de comptes ouverts partout en Afrique. L'inclusion financière en money banking, à cause du Kenya, a dépassé l'inclusion financière, l'ouverture des comptes dans une banque normale. Donc cela veut dire tout simplement que l'informel également, cette économie, elle peut aussi être un levier pour le développement africain. Et ceci à partir du numérique et des nouvelles technologies que nous avons. Je vous remercie. Merci. Elle a su un petit remue-ménage dans la maison, dans le studio, parce que nous avons l'arrivée d'un autre de nos invités. C'est monsieur Jean-Maurice Bamaré Nodidjan. Bonjour, monsieur Bamaré. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions lancés là dans l'émission. On a parlé déjà des États-Unis. On avait parlé des élections, de l'élection de Trump, de l'impact que cela pouvait avoir sur le continent africain. Et M. Alali était justement on a parlé sur l'impact économique. Il trouvait que c'était une très bonne chose. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes également le secrétaire général de l'Association des Tchadiens de France et vous êtes également conseiller. Je suis un conseiller politique, oui. Donc, voilà, très bien. Alors, ça tombe parfaitement parce que cette question, M. Bamaré, je me tourne vers vous et je vous demande que pensez-vous de l'élection de Donald Trump et de son impact sur le continent, politiquement parlant? Le président Donald Trump, c'était un Américain. Et son élection a surpris pratiquement tout le monde. Nous sommes arrivés à constater que même dans le plus grand pays démocratique du monde, on peut se tromper de sondage. Il est arrivé où on s'est rendu compte que la personne qu'on pensait arriver n'a pas gagné. Plus de 2 millions d'électeurs de différence par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais là-bas, chez eux, c'est une autre méthode de démocratie. C'est les grands électeurs qui votent. Donc ça a sûrement changé les donnes à la dernière minute. Et là, maintenant, vous pensez est-ce que ce sera une continuité, un peu, il ira dans la même lancée que son prédécesseur qui partira d'ici le 20 janvier, donc M. Obama, ou alors lui, il aura sa marque à lui? Est-ce que ce sera la même chose qui continuera sur la politique américaine? M. Donald Trump, c'est un capitaliste. À aucun moment, il a pensé dans sa campagne électorale de suivre les lignes et les directives que le président Obama avait mis en place. Il avait l'intention de faire des États-Unis la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, les États-Unis ont perdu complètement les marches au niveau de l'économie mondiale. La Chine, aujourd'hui, a pris le dessus. Et lui, en tant qu'industriel, en tant que capitaliste, il pense effectivement redorer le blason des États-Unis d'Amérique.
Oui, c'est ce qu'on entend toujours dire, je ferai de notre pays, elle a toujours cette expression, je vais récupérer notre pays, j'en ferai quelque chose de grandiose, un petit peu comme si le pays autrefois n'était pas le leur et qu'il était complètement mort, donc il va le ressusciter, c'est un petit peu l'impression qu'on a. Est-ce que vous pensez que sur le plan, vous êtes secrétaire général de l'Association des Tchadiens de France, où il y a ce problème qui se pose notamment en Afrique subsaharienne, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, et il y a le Mali, hein, si on part à partir du Sahel. Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Niger qui sont impactés aujourd'hui par le terrorisme, notamment cette pieuvre qu'est Boko Haram, appelée, je ne sais pas, abusivement de mon point de vue, Daesh ou bien État islamique, qui est en train de s'aimer vraiment qui est une espèce de petit cancer comme ça qui sème de nombreux problèmes. Donc, on a vu au Cameroun, pas plus tard qu'il y a 2 jours, un attentat de Boko Haram qui a une fois de plus encore endeuillé l'armée camerounaise, endeuillé les populations camerounaises. Et on sait que le président Barack Obama s'était impliqué. Il y a eu, en 2014, les instructeurs américains sont même allés au Nigeria pour essayer d'apporter leur aide. On a vu ce qui s'est passé avec cette base militaire qui est installée maintenant au Niger. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, qui semble ne pas être un va-t-en-guerre, hein, parce que c'est ce qu'on lui... beaucoup de gens trouvent que c'est une très bonne chose, n'est pas comme Hillary Clinton qui est plus porté vers cet élan guerrier, et voilà, et que lui, c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous pensez, on sait aujourd'hui que c'est véritable un fléau, il est mondial, mais sur le continent, qui n'a déjà pas les moyens au quotidien, pouvoir se battre contre cet État islamique, contre le terrorisme, c'est quelque chose de très difficile. On a vraiment besoin du concours. Est-ce que vous pensez que M. Trump va continuer comme apporter cette aide militaire déjà et puis... L'Amérique a toujours cherché à dominer le monde. Donc, quel que soit le gouvernement qui arrivera en place, l'objectif, c'est toujours montrer la puissance américaine à travers le monde. Nous sommes dans ce monde de globalisation qui permet à ce qu'aujourd'hui, d'un point de la Terre, on pouvait écouter ce qui se passe de l'autre côté. La pieuvre du terrorisme en Afrique a été un terreau qui a été intentionnellement voulu, permettant à ce que le continent n'évolue pas, permettant également à ce que les États qui cherchent à émerger ne puissent pas s'en sortir. Nous sommes dans une position où le grand pays comme le Nigeria avait un besoin réel d'équipement, d'armement, mais on les a boycottés. On ne les a pas permis de s'organiser. Il y avait eu la corruption qui a dominé carrément, quel que soit le président qui arrivait, allait avoir des problèmes. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, les États-Unis allaient venir sauver l'Afrique dans ces problèmes de terrorisme qui, à l'origine, dans certains pays à travers le monde, où ils étaient pratiquement, je dirais, impliqués. C'est sciemment voulu qu'il y ait le terrorisme à travers le continent africain. Vous le pensez ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, au lieu de nous aider à pouvoir plutôt développer l'agriculture, l'élevage et autres, pour permettre à ce qu'on essaie d'irradier la faim, on a plutôt facilité l'achat des armes. Il y a des pays comme le Tchad qui, à un moment donné, avait carrément mis de l'argent de côté pour la génération future, qui était obligé de pouvoir prendre cet argent pour acheter des armes, pour pouvoir faire face à ce terrorisme qui s'est développé. On ne peut pas croire que c'est un pays, plutôt un président qui viendra sauver l'Afrique. Non, enfin, je ne pensais pas beaucoup plus à une aide militaire, beaucoup plus. Ou bien, alors quand on parle de terrorisme, on a par exemple besoin il y a 2 aspects, utiliser les méthodes traditionnelles, à savoir l'armement, le renseignement, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les moyens matériels qui vont avec, qui peuvent permettre par exemple les drones, pour pouvoir peut-être repérer ou bien pour informer d'une autre manière que celle des humains. On utilise ces différentes méthodes-là. Est-ce que vous ne pensez pas est-ce que Donald Trump va continuer à fournir ce matériel si efficace dans la lutte contre le terrorisme? Alors, à partir du moment où vous dites que c'est quelque chose qui a été sciemment fait, je pense que la réponse, elle est non. Non, je pense qu'aujourd'hui, le renseignement humain est vraiment le plus efficace. Mais effectivement, aujourd'hui, les drones peuvent servir
d'information, de communication. Aujourd'hui, l'Afrique, plutôt, il y a des Africains qui arrivent quand même à maintenant maîtriser cette technique. Demain, je pense qu'on pouvait également en fabriquer pour pouvoir surveiller nos frontières, pourquoi pas. Mais les États-Unis, c'est vrai que le problème se pose au niveau également de la cohérence entre ce qu'eux ils veulent et ce que nous on veut. Oui, monsieur. Mais Donald Trump, il va défendre les intérêts des Américains, comme les Européens vont défendre les intérêts des Européens. Mais je voudrais rebondir sur cette question du terrorisme pour souligner quelque chose quand même. C'est que nos États africains, il y a juste 20 ans, ne connaissaient jamais ce phénomène de terrorisme. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait. Complètement nouveau. Absolument. Et ce qu'il faut souligner, c'est que autant on a une injustice écologique, et ça fait après le sommet de Copenhague qu'on ait décidé de faire un financement de 100 milliards par an pour la compensation écologique que les États africains subissent, parce qu'on produit le moins de carbone. Et on est le réservoir de cet oxygène du monde. Et c'est nous qui sommes handicapés par une croissance parce qu'on ne peut pas faire des industries, justement. Donc, on a créé ce qu'on appelle la compensation écologique. Mais il faudrait aussi créer un même mécanisme de compensation du terrorisme en Afrique. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est des grandes compagnies américaines ou françaises qui vont en Libye, qui détruisent le pays, qui prennent les ressources en pétrole. Et les armes se retrouvent au sud chez nous, qui détruisent nos populations. On a plus de victimes chez nous, Boko Haram, qu'il y en a en Europe ou aux États-Unis. Donc il y a aussi une injustice du terrorisme qui vient en Afrique et que nous, on le subit. C'est pour ça que nos chefs d'État doivent s'unir pour qu'il y ait une mutualisation des forces pour lutter contre ce fléau et en coopération un peu, justement, avec l'Occident, les Nations Unies, pour dire, nous, ce que nous subissons ici, c'est quelque chose dont vous gagnez les richesses. Et donc, il y a bien un moment où il faut mettre les moyens, ou une mutualisation des forces pour lutter contre ce fléau, ou donner les moyens pour que nos États, c'est pas normal qu'un pays comme le Mali, il lui soit interdit d'acheter des armes pour sa propre souveraineté. C'est pas normal qu'il y ait des lois internationales qui limitent ça parce que il y a des accords de paix ou il y a des accords. C'est quelque chose. Bon, si on lui interdit, en tout cas, qu'il y ait une mutualisation des forces pour lutter contre ça. Et ça, nos chefs d'État africains doivent mutualiser leurs forces pour lutter contre le réseau terrorisme et aussi pour, dans les négociations internationales, faire passer le message que le terrorisme, on le subit et la richesse, c'est vous qui le prélevez en Libye ou ailleurs. Donc, les armes qu'on voit sur nos terrains ne sont pas fabriquées par les Africains, malheureusement. Elles sont fabriquées ailleurs. Absolument. Absolument. Je pense que c'est quand même un vrai fléau qui a été mis en place. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Ibrahim, aucun pays africain ne fabrique des armes. Soyons honnêtes. Nous avons vécu en totale harmonie. Mais quand on vous parlera de Boko Haram, on dira oui, Boko Haram, ce ne sont pas c'est pas des étrangers. Boko Haram, par exemple, c'est constitué de la majeure partie de Nigérians. Enfin, je veux dire, Boko Haram, c'est un terreau de problèmes sociaux qui existent, je dirais, le problème économique qui a facilité aujourd'hui cette possibilité. On parlait tout à l'heure Ibrahim parlait tout à l'heure de problèmes de la jeunesse en disant que si on a pu installer des usines, installer des équipements pour permettre à ce que les jeunes puissent travailler, ces problèmes n'existeraient pas. Pourquoi ces jeunes s'allient à ces sinistres tueurs? Parce qu'aujourd'hui, ils se sont trouvés confrontés à un état de néant par rapport à leur vie. Ils n'ont plus d'avenir, ces gens. Tous ces gens qui vont carrément parfois se faire sauter, c'est parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont aucune perspective. Ils se demandent ce qu'ils allaient faire. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Des personnes qui sont mal intentionnées, qui les épatent avec des dollars et qui les poussent à pouvoir tuer les autres en leur faisant croire qu'ils auraient une vie meilleure ailleurs. Et aujourd'hui, toute l'Afrique est confrontée à ces problèmes de terrorisme. Ça devient un phénomène mondial. Si c'est un fléau, ça veut dire qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé et puis il a explosé à la face du monde. Enfin, tout le monde est confronté. En France, nous sommes confrontés, les Américains. Il n'y a pas un endroit sécure aujourd'hui. Partout, les humains vont. Voilà, tout peut arriver à tout moment, à n'importe qui, n'importe où.
Non, non, en tout cas, il faut qu'en Afrique, qu'on sorte de cet esprit de pensée, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis qui vont finir par régler nos problèmes, qu'on soit assez adulte pour pouvoir analyser nos propres problèmes et trouver comment régler ces problèmes-là. Le fléau du terrorisme est quelque chose que nous subissons et nous n'avons pas de coopération internationale, interafricaine pour vraiment être efficace pour lutter contre ce fléau-là. C'est quelque chose de tout à fait récent. Boko Haram, ce mot, ça veut dire le livre est interdit, le livre est haram. Donc ils ont trouvé un terreau de gens qui sont pauvres, qui ont un développement qui a été freiné et avec, comme le dit monsieur, avec $200, $300, n'importe quel Africain qui n'a pas de quoi soigner son enfant va se laisser piéger par ce fléau et après c'est toute une dynamique qui va profiter en fin de compte à des multinationales et non à nos propres développements. Et quand je parlais par exemple de la question du Sahel ou bien de ce fléau, parce qu'on voit bien que de la Mauritanie jusqu'au Soudan, on a une bande comme ça désertique où il y a partout comme une traçabilité de ce fléau-là. Mais quelque part en Occident, on le regarde avec un regard en même temps critique, mais en même temps on se dit, bon finalement ça va arrêter la migration importante. Donc ils ne vont pas régler le problème comme nous serons aptes à le régler. C'est pour ça que la coopération inter-États africains est très importante et la mutualisation des forces pour lutter contre ça. Et la prise de conscience que le terrorisme est quelque chose comme l'écologie que nous subissons et on n'a pas de compensation ni en mutualisation des forces, ni en coopération, ni en compensation financière pour acheter des armes, la sécurité pour défendre nos propres États. Et souvent, quelquefois, c'est 200 terroristes qui viennent et qui déstabilisent un État. Ce n'est pas bien plus, comme on a vu au Mali lors de la dernière crise. Oui, une courte pause. Nous revenons juste derrière. Faso oui, faso. Jeunesse consciente. Faso oui, faso yeah. Jeunesse consciente. Faso oui, faso. Jeunesse consciente. Faso oui, faso yeah. Jeunesse consciente. Iborai faso kono na lumina. Kana yina iwolo bako. Iborai faso kono na lumina. Kana yina iwolo fako. Iborai faso kono na dombele mina. Kana yina ibuju kosa. Iborai faso kono na lumina. Kana yina Afrika ko. Oh yeah. Faso oui, faso. Jeunesse consciente. Faso oui, faso yeah. Jeunesse consciente. Faso, faso. Jeunesse consciente. Faso oui, faso yeah. Jeunesse consciente. Tout madame Bellon. Tout madame Bellon. Tout madame Bellon, dame Bellon sang. Tout madame Bellon. Ce morceau est dédié à toute la jeunesse consciente africaine. À M. Moussa Bili Ouattara, fondateur du mouvement Jeunesse Consciente Africaine. Sans oublier M. Victor Ouattara, dit grand banc, originaire de Diekougou, membre fondateur de la Jeunesse Consciente Africaine. Faso oui, faso. Emalukaso, faso oui, faso yeah. Amalukaso, faso oui, faso. Anfalukaso, faso oui, faso yeah. Afrika faso. Ambe maluka wari taraminile. Ambe maluka sanu taraminile. Ambe maluka lonia taramisa. Ambe maluka tolonkise taraminile. Tubabulu na nalongele mina.
Viva, viva l'Africa. Faso, faso, yeah, yeah. Faso. Viva, viva l'Africa. Faso, faso, yeah, yeah. Faso. Viva, viva l'Africa. Jeunesse consciente africaine, il est de votre devoir de poursuivre cette lutte libératrice pour Maman Africa. Vive Maman Africa. Vive la jeunesse consciente africaine. La lutte continue. One Africa, one nation, one people. Merci infiniment Lucien pour cette musique que tu nous as ramené de l'autre côté du Sénégal, si je ne me trompe pas, et c'est une superbe découverte, vraiment aussi bien. Ça allonge et ça alourdit et ça remplit notre playlist musicale de FPP, notamment de Forum Africain. Merci infiniment. Alors nous revenons sur le plateau, toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Ibrahim El Ali, qui est le président de Blue Green France, et de Monsieur Jean-Maurice Bamaré Nodjidjan, qui est conseiller politique, ingénieur de formation, et également secrétaire général de l'Association des Tchadiens de France. En compagnie de ces derniers, nous sommes en train de décrypter les événements qui ont marqué l'actualité du mois de novembre. Nous passerons à notre prochain sujet, à savoir les primaires. On parle toujours d'élections. Parce que je crois que quand on fera le bilan de l'année 2000, parce qu'on fera notre rétro 2016, on aura quand même remarqué que ça aura été une année très, très électorale, tant en Afrique, un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc nous revenons en France sur les primaires, dont le dénouement sera connu demain. Il y a eu un dernier débat jeudi dernier entre les deux protagonistes, ceux qui sont sortis du lot, les 7 candidats qui étaient à la base. Et on a eu 2 candidats, c'est-à-dire que Juppé, un qui était inattendu, à savoir M. François Fillon, qui a eu un score défiant toute imagination, 44%, et puis suivi de M. Juppé avec 28%. Et puis la grande chose qu'on a notée, c'était l'élimination de M. Nicolas Sarkozy. Messieurs, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne chose aujourd'hui qu'en France, la droite également se met à organiser une primaire. On se rend compte que nous sommes dans un monde où si on ne présente pas un seul leader, on va créer une anarchie. Aujourd'hui, le fait que la France dise que oui, nous sommes une démocratie, une ancienne démocratie, et que nous voulons montrer que dans toute démocratie, il y a de l'ordre. Tant qu'il n'y aura pas de l'ordre, il y aura également la liberté de toute expression qui ne peut être contenir. Je pense que la France a montré l'exemple et le souhait que les pays africains en fassent autant. Nous avons connu 2016 comme une année électorale à travers l'Afrique. Beaucoup de pays, dont mon pays, le Tchad, a eu une élection présidentielle cette année, démontrent les difficultés que nous avons à pouvoir asseoir ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Il y a la France qui a déjà eu plus de 200 ans pour lancer sa démocratie. On est en 2016. Elle cherche encore la possibilité et le moyen de pouvoir asseoir cette démocratie. Tandis que l'Afrique, il y a moins de 60 ans ou 70 ans, les a rattrapés. Aujourd'hui, si on arrive à faire la même chose que les Africains font en Europe, eh bien, ou en Europe, il y aura un changement radical en ce qui concerne la démocratie. Très bien. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait éliminé M. Sarkozy? Parce qu'il y en a qui disent que c'était très bien. Il a été l'épouvantail du premier tour de toute façon. En tout cas, pour la crise libyenne dont on a parlé, et pour l'impact de son inexpérience à pouvoir juger des conséquences terribles que ça allait poser pour le reste du continent africain, c'est une bonne chose que les morts qu'on a de Boko Haram, quelque part, ça vient également de ce fléau d'armes qui était en Libye, qui descendent un peu dans le Sahel. On a tapé là-bas, on n'a pas suivi, on n'a pas géré l'après-crise. Et pour ça, c'est une bonne chose que Sarkozy soit éliminé du circuit politique en France. Mais je voudrais un peu rebondir sur cette primaire pour dire une chose. En France, on a... Je vais utiliser une formule qui va peut-être montrer un bord politique, mais ce n'est pas exactement ce que je veux dire.
le candidat Juppé a parlé de la France heureuse. Et dans cette France heureuse, elle inclut totalement cette grande richesse de la diversité africaine qu'elle est ici dans la diaspora, qu'elle peut apporter ici à la construction du développement économique de la France. Parce qu'on a vu, par exemple, il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, il y avait 8000 Camerounais qui avaient le visa pour venir faire des études en France, et à peu près la même chose aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont à peu près 6000 en France qui ont le visa pour faire des études, et ils sont 80 000 aux États-Unis, les Camerounais. Ça veut dire qu'ils ont compris, les Américains, que chaque Camerounais qui fait des études là-bas devient un ambassadeur pour l'économie américaine quand ils reviennent. Cette potentialité, cette richesse de cette France heureuse qu'on a ici, en France, malheureusement, l'économie n'a pas compris un peu la richesse qu'on a dans cette diversité africaine présente sur place. Alors que les grandes compagnies comme Total, comme Orange commencent à recruter des élites africaines pour aller en Afrique s'installer dans leurs filiales qu'ils ont en Afrique. Donc, il y a un potentiel extraordinaire. Et le parallèle que je voudrais faire avec la démocratie en Afrique, c'est que si on a 60 ans de démocratie, c'est la démocratie qui est issue de la décolonisation. En Afrique, on avait déjà la concertation populaire, on avait déjà, on le voit bien dans les pratiques traditionnelles, qu'il y avait une démocratie. L'arbre à palabre, par exemple. Mais la charte demandée du temps de Soundiata Keïta, on avait une pratique démocratique très puissante déjà, qui était dans nos gènes et dans nos traditions. Mais ce qui me semble important dans le primaire et j'en appelle à tous nos décideurs politiques de réfléchir bien sur cette question-là, c'est l'importance de faire l'unification des partis. Parce qu'on est sorti de l'indépendance, on avait des partis uniques. Après, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec, quand il y a eu la diversité des partis, on s'est retrouvé avec un pays comme le Mali qui a 207 partis d'opposition. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on a une éclosion de petits partis. Il suffit d'avoir une association de 2 membres, 3 membres, et on fait un parti politique. Ça n'a pas de sens. Il faudrait, comme on est ici en France, de demander qu'il y ait 500 signatures de haut cadre pour faire un parti, ou travailler autant sur l'unification des partis du pouvoir que l'unification des partis de l'opposition. Et de telle sorte que cette expérience de primaire, à ce moment, il y a des courants politiques à l'intérieur d'un grand bloc parti, et à l'intérieur de ce parti-là, qui fassent des primaires également pour décider qui va être le représentant pour aller affronter le président au pouvoir ou présenter. En tout cas, autant le pouvoir doit s'unir dans l'unification des partis, autant nos oppositions aussi doivent se restructurer. Pourquoi c'est important ? Parce que, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée qu'un parti puissant va pouvoir rayonner dans tout le pays. Sinon, on va avoir des petits partis qui vont tenir des petits lots et ça va créer des... Mais parfois, c'est le parti au pouvoir qui crée ces partis. On les appelle généralement des partis satellites, pour pouvoir se... Ça existe. Ça existe. Oui, monsieur le conseiller politique. C'est vrai que cette facilité, ou je dirais possibilité, est offerte. Mais ce qui est certain, c'est que comme disait le frère Ibrahim, l'opposition ou bien les organisations constituées qui veulent créer des partis politiques ne se rendent pas compte de charge du travail qu'il y a derrière. Créer un parti, c'est décider de pouvoir mettre en place un programme politique et un programme de changement par rapport à ce qui existe. Or, on se rend compte que la plupart des hommes qui créent des partis politiques n'ont même pas parfois de programme. Ils créent uniquement... Parce qu'ils attendent des subventions. Mais aussi, effectivement. Et ça aussi, je crois, c'est ce qu'avait rappelé tout à l'heure le frère Ibrahim. Il est impossible de pouvoir créer un parti politique quand on est 2 ou 3. Un parti politique doit générer une masse de personnes qui sont déjà organisées, constituées, avec l'intention, bien sûr, de prendre le pouvoir. Or, on se rend compte que des partis peuvent se créer à 2, 3, 4 personnes et qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucun objectif, qui n'ont aucun programme politique. Donc, cette réalité démontre qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a toujours pas compris ce que c'est un parti politique. Il y en a qui parlent de parti politique, parti du ventre, beaucoup plus. Effectivement, c'est vrai. Ça existe. On a justement remarqué que beaucoup de ces partis, c'est uniquement le parti du ventre. Pour clore l'aspect primaire élection en France, vous pensez qu'il y aura un renversement des situations demain, de tendance demain ? Est-ce que c'est vraiment Juppé qui va... Bien sûr que la France... Lapsus, est-ce que mon lapsus il est révélateur ? J'ai dit Juppé comme ça... Non, son parti pris. Est-ce que c'est Juppé ou Fillon ? Parce qu'en fait, c'est Fillon qui est en tête. Pensez-vous qui sera le grand vainqueur de cette primaire de la droite ? Moi, je suis sûr que Juppé va gagner les élections. Vous le pensez, l'écart est large tout de même ? L'écart est large, il y a 600 000 voix d'écart.
Comment fera-t-il? Il va faire appel aux électeurs de gauche qui viendront encore Non, mais renflouer les caisses de la droite. Non, je vous donne le secret. Comme Fillon, il veut licencier 500 000 fonctionnaires. Les 500 000 fonctionnaires vont aller voter pour Fillon. Pour Juppé. Ben, qu'ils vous entendent. Monsieur Bamaret? Oui, non, mais je pense que la campagne est encore plutôt clôturée pour oui, c'est ça. ce soir, plutôt, oui, depuis hier. Nous pensons effectivement qu'il y aura un combat réel. La population française souhaite effectivement un changement. Et le changement en prenant des hommes d'expérience, et malheureusement, les deux hommes sont des hommes expérimentés. Des anciens premiers ministres tous les deux. Et un qui a quand même fait 5 ans, c'est-à-dire un mandat complet. Avec le président Sarkozy. M. Juppé a également fait, je crois, 3 ans de primature, à la primature. Donc, il connaît également le rouage politique. Mais ce qui est certain, c'est que le Juppé a quand même beaucoup plus, pour les Africains, l'approche qui pourrait avoir apporté un changement. Un changement où? En Afrique ou en France? Parce que pour les Français, ils ne voient pas la chaise sous cet œil-là. En France comme en Afrique. Vous le pensez? Il est placé en tête dès le premier tour. Justement, ce qu'on lui reproche à Juppé, c'est qu'il ratisse un peu trop large. Voilà. Il ratisse un peu trop large, à la limite, un peu trop du côté de la gauche. Après avoir pris les centristes à tendance gauchiste, ça, il faut bien le souligner, il est allé ratisser. Parce que là, aujourd'hui, pour que Juppé puisse s'en sortir, il faut absolument que la gauche se mobilise. Si la gauche ne se mobilise pas, on ne voit pas comment Juppé peut s'en sortir. C'est impossible. Parce que Fillon a complètement quadrillé la droite dure et la droite, je ne sais pas s'il y en a de mots, la décomplexée comme vous voulez, mais toujours est-il que c'est de la droite l'a prise. Et certains lui reprochent d'ailleurs, c'est ce que Juppé lui a reproché lors du débat, d'être allé, d'avoir même des accointances, plus que des accointances même. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'extrême droite qui sont venus lui porter leur voix. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, toute la droite et l'extrême, une partie peut-être de l'extrême droite est acquise à Fillon. Pour que Juppé s'en sorte, il a besoin que des voix de gauche. S'il n'a pas de voix de gauche, il ne gagnera pas. Une courte pause et nous revenons à notre débat. Sauveyo, bon Dieu, moi Dieu, moi les sauveyo. Sauveyo, bon Dieu, moi Dieu, moi les sauveyo. La concurrence observe comment le nègre est habillé. Ça brasse de l'air à tout va, ça ne cesse de s'agiter. Toujours au garde à vous, les vrais soldats sont alignés. Cauchemar arrive sur toi comme fait le gang des antilleux. Ça parle beaucoup, la bouche toujours à babiller. Pendant que ça va aussi faire au calme, je fume le calumet. À bout de souffrir dans les cordes, faudra les ranimer. Cauchemar arrive sur toi comme fait le gang des antilleux. Ça joue les real badman alors qu'on te voit maquillé. Caresse à repousse poilon de balance dans le rasier. Tu renais de tes sangs au Québec qui t'est assisté. Tu lèves le drapeau blanc, veut faire de moi ton allié. Une petite tape dans le dos, le plus zen fuck est validé. Je te saluerai du haut de la scène quand les briquets seront allumés. Laisse-moi dans mon business sérieux et continue à tapiner. Je multiplie les chiffres en grand portard, je ne sais pas calculer. Savez-vous, cochon, moins du moins que savez-vous. Savez-vous, cochon, moins dur, moins que savez-vous. Tu racontes à qui de l'entendre que tu représentes la street. Que t'as préparé 4 albums avec différents feats. Que succès se répandra comme fait le sida en Afrique. Mais problème, on sait que t'es sponsorisé par la police. Snitch, on a vu tous tes complices. Snitch, vous êtes 6 dans la 106. Snitch, le crier partout à 10. Le problème, y'a nous devant et on a débarqué à 10. Snitch, on a vu tous tes complices. Snitch, vous êtes 6 dans la 106. Snitch, le crier partout à 10. Le problème, y'a nous devant et on a débarqué à 10. La concurrence observe comment le nègre est habillé. Ça brasse de l'air à tout va, ça ne cesse de s'agiter. Toujours au garde à vous, les vrais soldats sont alignés. Cauchemar arrive sur toi comme fait le gang des antilleux. Ça parle beaucoup, la bouche toujours à babiller. Pendant que ça va aussi faire au calme, je fume le calumet. À bout de souffrir dans les cordes, faudra les ranimer. Cauchemar arrive sur toi comme fait le gang des antilleux. Choquez-vous. Baby, moi du moins que choquez-vous. Choquez-vous. Baby, moi du moins que choquez-vous.
allez-vous? Moins de au cochon, mais qu'est-ce allez-vous? Merci infiniment une fois de plus à Lucien qui vient de nous faire écouter la bande originale du film Le Gang des Antillais, sorti le 30 mai. Alors nous en reparlerons peut-être même dans l'agenda des FPP pour donner de plus en plus d'explications pour que vous puissiez aller regarder et voir ce film. Mais la bande originale est déjà jolie, je trouve. Elle est magnifique. Merci Lucien, tu es vraiment de retour, ça c'est magnifique. Alors, chers auditeurs, nous avons encore sur le plateau une autre invitée qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Estelle Ado. Elle est directrice de la coopérative Skol Radi. De School. In English or in French? French. Ok, Skol Radi. Elle va nous parler du commerce équitable. Voilà, ça c'est un sujet qu'on aborde très peu. C'est bien dommage parce qu'on parlait de la diversification des sources de ressources en Afrique. Et ça en fait partie. On est toujours resté là pour ceux qui ont un sous-sol riche, s'arc-bouter sur cette richesse et ne pas voir large pour que les sources de revenus d'un pays doivent venir de partout. C'est ces petites sommes-là qui finissent par faire véritablement de la richesse. Et nous avons vraiment cette chance de l'avoir avec nous et nous le souhaitons la bienvenue. Alors bonjour mademoiselle Estelle Ado. Bonjour, madame. Merci et bienvenue d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à vous le remerciement. Je vous en prie. Alors, en attendant de rentrer dans votre sujet, on le traitera en dernière minute, comme ça les auditeurs seront bien assis, bien calés. Et chers auditeurs, il ne faut pas bouger, parce que là, politique, c'est très bien, mais de temps en temps, il faut parler d'autres choses, et c'est très bien qu'elle soit venue. Et c'est pour cela que nous allons clore cette émission avec ça tout en douceur, parce que là, nous venons de la politique, c'est dur. Je dis souvent, la politique est un jeu sans foi ni loi, tous les coups sont permis. Alors là, au moins là, on va parler des choses douces, des choses, c'est le bien-être, c'est la vie, la coopérative, c'est l'agriculture, elle va nous parler du cacao. Et c'est le développement. C'est le développement, voilà. C'est le véritable développement de l'Afrique, d'ailleurs. Nous avons des terres. Elles sont faites pour quoi? Elles ne sont pas faites pour être laissées à l'air libre. Elles sont faites pour être rationalisées et qu'elles nous rapportent de l'argent. Allez, très bien. On revient sur un autre sujet. On va parler, monsieur Ibrahim El Ali. Vous voulez qu'on parle de votre sujet là maintenant, de la COP22? Il est large, hein? Mon sujet, c'est les femmes, c'est le développement, c'est le commerce équitable. Oui. C'est pareil. Tout ce qui touche à l'Afrique. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire la jonction. C'est-à-dire que dans 10 minutes, voilà, on va bien quadriller ça. On va faire ça parce qu'en fait, c'était prévu en troisième position. Mais plus qu'on fasse le lien, on va prendre ça en même temps et puis on va terminer avec. Alors, on a 10 minutes pour vider les autres sujets. Voilà. C'est pas qu'ils sont pas importants, mais pour une fois que nous avons ces sujets vraiment dans notre émission, il vaut mieux leur donner la primeur. On va passer rapidement à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a eu ce grand dialogue national, inclusif pour certains, exclusif pour d'autres, parce que le grand parti national qui est représenté par Etienne Tshisekedi dans l'UPDS n'était pas représenté, donc Etienne Tshisekedi n'y était pas, ainsi que M. Katumbi, l'homme d'affaires, le richissime homme d'affaires du Congo, Kinshasa n'y était pas. Plutôt, on a vu M. Kamere, et certains disent que c'est entre guillemets un vendu, parce que c'est comme ça, quand vous assistez à un débat, vous êtes un vendu. Alors, au cours de ce débat, un dialogue est né, et puis il y a des résolutions qui ont été prises, entre autres le fait que M. Kabila pouvait rester en place jusqu'au mois d'avril. En attendant, il fallait que le Premier ministre soit remplacé, qu'il fallait que ce soit un Premier ministre qui conduise cette semi-transition. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au Congo? Il se passe que le 19 décembre, c'est terminé pour M. Kabila. Son deuxième mandat arrive à son terme, donc il devrait partir. On aurait dû organiser des élections, mais pour des raisons évoqué, on nous parle d'un pays qui est immense, dont l'enrôlement n'a pas été fait à temps. Ce n'est pas possible si on n'a pas enrôlé de pouvoir faire des élections. Donc on se retrouve aujourd'hui à pouvoir renvoyer les choses à des mois plus tard. J'espère que ce ne sera pas au calendrier grec. Mais toujours est-il qu'au cours de ces dialogues, on a décidé d'introniser, si je puis m'exprimer, un nouveau Premier ministre. Donc M. Matata, qui était le Premier ministre de M. Désiré Kabila, est parti. Il a fait place à M. Sami Dibanga. Alors pour certains, c'est un petit coup fourré comme ça de M. Joseph Kabila qui se prépare à faire ce que tout le monde sait, ce que c'est que la nouvelle expression africaine qui fait fleurir sur le continent, c'est le glissement. Alors messieurs, je m'adresse d'abord aux conseillers politiques que vous êtes. Et si vous étiez le conseiller politique, si M. Kabila était votre poulain, honnêtement, que lui aurez-vous conseillé? M. Kabila était un président qui a été élu pour un mandat donné. Malheureusement, il s'avère que dans leur constitution, ils n'ont pas prévu ces cas dont on est confronté aujourd'hui. Ils sont retrouvés avec
une campagne électorale qui n'a pas été lancée, un enregistrement, le recensement n'a pas été efficace. Aujourd'hui, ils se sont trouvés confrontés à avoir 18 mois de différence par rapport à ce qui devait être fait. Dans tous les pays africains, c'est toujours le même problème parce qu'à chaque fois où une campagne électorale est finie, on ne tient plus compte des recensements des personnes qui ont atteint leur majorité au cours de l'année. Or, le recensement devait être permanent. Ça devait être permanent parce que ça permettrait à ce que chaque fois où il y a une élection, que les jeunes qui viennent de se faire recenser puissent voter. C'est ce qui n'est pas fait en Afrique. Nous, on l'a constaté également dans notre pays, qu'au lieu de pouvoir mettre en place, on est un pays de 12 millions, peut-être 13 millions, on a commencé le recensement juste quelques mois, je dirais 6 mois avant les élections. Or, c'est très, très, très peu, très peu. Le recensement devait être quelque chose de permanent. C'est quelque chose qu'on doit tenir pratiquement dans chaque, je dirais, municipalité, un registre permanent et lancer toute personne qui atteint 18 ans au cours de l'année de se faire recenser. On a mis en place un nouveau Premier ministre de transition permettant à ce que ces problèmes soient résolus. Mais en attendant, au-dessus de l'État, il faut bien qu'il y ait un président. Et vu que leur institution n'a pas programmé ces cas, il fallait bien trouver quelqu'un qui puisse résoudre ces problèmes, dont le président Kabila en place peut continuer à maintenir, plutôt à exécuter les affaires courantes, comme on dit. Oui, mais les autres ont demandé un gouvernement de transition. Mais, parce que la question aujourd'hui, c'est il ne s'est pas prononcé. Se présentera-t-il, ne se présentera pas? C'est une espèce d'opacité comme ça. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et c'est pour cela que les autres, les Congolais le soupçonnent de vouloir briguer un troisième mandat. C'est ça qui fait problème. Il a dit qu'il va respecter la Constitution, donc ça veut dire qu'il ne va pas se représenter. Très bien. Monsieur Ibrahim Alali? Après le sommet de Bôle qui était ici initié par François Mitterrand, le président, on a vu un développement de la démocratie en Afrique un peu, surtout en pays subsahariens. On constate souvent que c'est les pays pauvres en ressources qui se battent pour la démocratie et les pays qui sont riches en ressources, on ferme un peu les yeux sur la démocratisation. Mais parce qu'ils sont convoités, ces pays. Ce que je veux souligner, c'est qu'il n'y aura pas d'émergence en Afrique tant que l'Afrique centrale elle-même ne sera pas démocratique. La question de la RDC, elle est un peu intéressante parce que ce qu'on a eu, c'est que quand Tshisekedi est venu à Kinshasa, on a eu une marée humaine venir l'accueillir et c'était extraordinaire de le voir. Mais quelle est la crise profonde? C'est que lui, il n'est plus en âge de gouverner ou de prendre le pouvoir. Et qui c'est qui vient pour le remplacer, soi-disant, dans l'UPDS? C'est son fils. Donc on ne va pas sortir dans un système d'héritage de père en fils pour en placer un autre. Et ce qui est la force de ce Sami Badinga, c'est justement lui, il était de l'UPDS, mais il s'est mis en marche et il veut montrer que ce n'est pas forcément une question d'héritage familial. Et ce pays dont vous parlez du recensement, si on pensait attendre de faire le recensement, la RDC est plus grande que l'Europe en superficie. Si vous voulez faire le recensement, aller dans la zone de Kivu, vous aurez besoin de 5 ans pour le faire. Donc ce qu'on constate en Afrique centrale, c'est que ce n'est pas forcément le président ou l'adhésion populaire ou la souveraineté du citoyen qui finit par mettre le chef de l'État. Parce que après le sommet de Bôle, où on se battait pour avoir un peu une démocratisation de nos pays, c'est que maintenant, à cause du terrorisme dont on a parlé, à cause de ces zones d'instabilité, l'Occident cherche plus de la sécurité, plus que de la démocratie. Alors, la démocratie, il faut que ça vienne de notre population, de nous-mêmes, des pouvoirs, de la société civile africaine. On demande tout le temps aux Français de ne pas s'occuper de l'Afrique et quand il y a une crise politique, on dit qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne venez pas? Au Gabon, voici un pays qui est un vrai exemple. Le Gabon, on a une élection où il n'y a aucune personnalité au monde ne peut contester que c'est Jean Ping qui est le président de la République élu, et pourtant ce n'est pas lui qui est au pouvoir. On a un pouvoir qui est bancarisé, un pouvoir qui est autour de... Aujourd'hui même, on va avoir un marathon fait et la société et Ping qui va rentrer au pays. Donc, on va avoir une zone d'insécurité aujourd'hui et la société civile. C'est au peuple de prendre sa responsabilité. Il ne faut plus attendre de l'Occident ou des Nations Unies ou autre. C'est au peuple de prendre sa responsabilité et de pouvoir réclamer sa souveraineté quand ils ont élu un président. Et l'exemple de la RDC est prégnant.
l'exemple du Gabon est aussi plaignant. On a reçu sur ce plateau une journaliste, une ancienne journaliste de la radio-télévision nationale congolaise qui effectivement parlait de cet aspect que vous avez souligné, à savoir que l'UPDS c'était vraiment clanique, c'était familial. Il y a après Tshisekedi, c'est son fils, et ensuite il y a son épouse. Ce sont les 3 têtes majeures de ce parti. Et ça cause, comme vous l'avez dit, ça cause problème parce que finalement, on se demande si on n'est pas un Tshisekedi, on n'a pas le droit de diriger l'UPDS finalement. Donc c'est un peu ça le véritable problème. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le clan de Katumbi. Est-ce qu'ils finiront... parce que c'est quand même des têtes fortes, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'au moment vraiment des élections, est-ce qu'ils pourront faire ce que les Béninois ont fait, avoir un candidat unique, ou alors au Gabon, comme on l'a fait tous, ce sont la majorité, la quasi-majorité s'est alliée derrière Jean Ping pour briguer la présidentielle. Est-ce que les Congolais seront capables de le faire aussi? Non, mais l'exemple du Gabon a quelque chose d'intéressant, c'est que c'était la première fois où on avait unification des partis de l'opposition autour d'un candidat. Ce qui était intéressant également, c'est qu'on a eu le ministre de la Justice qui était Séraphin Mundoga, qui lui-même a attesté qu'il y a eu des fraudes et qui a fait une tournée internationale. Qui a démissionné pour montrer parce qu'il y avait des fraudes, parce qu'on lui demandait d'aller publiquement devant la télévision dire qu'il y avait un hacker ivoirien qui avait trafiqué les élections. Alors que ces élections étaient faites de manière, avec des procès-verbaux qui étaient faits manuellement. On ne peut pas trafiquer électroniquement, c'est que des procès-verbaux qui sont faits manuellement. La victoire de Ping, elle est incontestable. Mais ce n'est pas la question. Oui. La vraie question, ce n'est pas ça. Maintenant, en Afrique, ou en tout cas en Afrique centrale, il y a la capacité de gagner les élections et la capacité d'aller prendre le pouvoir. C'est 2 choses différentes. Totalement. Complètement différentes. Mais vous faites tomber directement dans le vif du sujet. Je vais embrayer directement avec le Gabon. Pour faire de la politique, il faut avoir 3 choses. Il faut avoir l'adhésion de la société civile en premier. Et parce qu'une main ne peut pas applaudir toute seule. On a besoin d'un pouvoir politique et d'une société civile. Les deux qui, de concert, construisent la démocratisation du pays. On a besoin aussi d'avoir les leviers au sein de l'État, de ceux qui sont l'armée, de ceux qui sont la police, qui vont appuyer votre processus démocratique et de transparence. Et une 3e chose, en sautant l'indépendance de la magistrature, parce qu'on voit un peu des commissions électorales qui sont tout le temps qui truquent, mais on a aussi besoin de soutien international. Mais le soutien international ne viendra jamais tant que la société civile elle-même ne sera pas debout, parce que c'est à elle de construire son pays. Mais le Gabon, on va embrayer directement sur le Gabon, parce que ça faisait partie de notre sujet. La société civile gabonaise, elle est active. Elle n'est pas active, la société civile? Elle a donné ici, au niveau de la diaspora, un exemple extraordinaire. Plus de 3000 Gabonais qui ont défilé de Trocadéro jusqu'à l'ambassade avec une discipline. Mais c'est tous les samedis. Je peux vous le confirmer parce que c'est des manifestations que j'ai couvertes. Donc pratiquement tous les samedis, ils partent avec une organisation, une discipline. Mais ça n'a pas. Il n'y a aucun impact jusqu'à présent. C'est-à-dire que Bongo, il est toujours au pouvoir. C'est pour ça que je demande comment faire, parce que apparemment le vote n'a plus de sens. Le vote n'a plus d'intérêt à la limite. La voix ne compte plus. Vous votez dans les urnes, mais après, au bout du compte, on vous dit que ce que vous avez fait n'est pas ce que vous avez dit. Voilà. Donc aujourd'hui, on se pose la question. Il y en a qui parlent, mais il faut revenir peut-être au coup d'État. Mais ce serait la triste. C'était une triste. Voilà, on en est sorti quand même. Les décennies 80 furent les décennies les plus terribles sur le continent avec ces coups d'État répétitifs. Mais on a amorcé une nouvelle dimension, vraiment une dimension intéressante pour le continent. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes, des chefs d'État qui se sont arc-boutés au pouvoir. Alors moi, j'ai cette expression, je dis toujours, ils sont comme des bébés à califourchon sur le dos de leur maman. Vous voyez un bébé qui est sur le dos de sa maman, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est heureux. Mais il s'endort d'ailleurs, tellement c'est bien, il est confortable. Et aujourd'hui, on a l'impression que les chefs d'État sur leur continent, c'est ça. Ils y sont à Californie, j'y suis, j'y reste, je n'y vais pas. Mais comment les faire pour les décrocher? C'est ça le problème. Et il y a des élections. Au Congo, c'est pareil, chez Sassou Nguesso. On l'appelle, les Congolais l'appellent, enfin ceux de l'opposition l'appellent Monsieur 8%. Mais il est resté. Dans votre pays, le Tchad, c'est pareil. Monsieur Idriss Déby, on le soupçonne d'avoir truqué les élections. Mais finalement, comment faire pour remporter véritablement, pour qu'il y ait une véritable alternance sur ce continent? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Madame, parce qu'il n'y a pas de mécanisme automatique d'indignation de la communauté internationale. Même l'indignation internationale, elle est ciblée par rapport à des intérêts la plupart du temps. Absolument. Voilà. Donc, la question, c'est la responsabilité de la population africaine elle-même à se prendre en main. Et quand ils sortent dans la rue, au Congo, vous avez vu, en RDC, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu 50 morts en une journée, mais c'est énorme. Oui, mais c'est énorme parce qu'ils sont sortis, encore des jeunes opposants, sont restés très longtemps enfermés pendant 2 ans, ceux de Filimbi, parce qu'ils ont osé manifester, demander que la Constitution soit respectée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale, on a l'impression que la communauté internationale penche pour... Enfin, de toute façon, on est dans un monde où la raison du plus fort est la meilleure.
Oui, finalement. non, mais il y a des Celui moyens. il y qui, a c'est des la mo- raison du plus fort qui est la meilleure, Juste pour apparemment. juste pour terminer sur ce sujet, il y a des moyens civils de manifester sans aller se faire tuer. Il suffit de faire une grève, de ne pas aller travailler, que les étudiants soient dans la rue. Il y a des mécanismes d'indignation, de blocage des systèmes politiques pour montrer que la souveraineté populaire, nationale du citoyen, quand il élit un candidat, qu'elle a besoin. Mais elle a des moyens pacifiques de le faire. On n'est pas obligé d'aller à se faire tuer. Il suffit que les étudiants, parce qu'au Gabon, il faut le souligner, jusqu'à maintenant, l'école n'est pas ouverte, Absolument, n'a c'est pas ce que j'ai- commencé. absolument. Jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de décembre, Noël, et l'école n'a pas encore commencé. Alors, l'impact de la visite de Ping en France, qu'est-ce que vous pensez? Cette tournée européenne qu'il a entreprise, il était aux États-Unis, il a été reçu au Quai d'Orsay. Est-ce que ça aura un impact sur ce qui s'est passé véritablement dans ce pays? Pour l'instant, on a vu le ministre des Affaires étrangères dire que le Gabon, la crise du Gabon doit se régler de façon pacifique et pas violente. Mais pourtant Hérault lui-même avait contesté la légalité de cette élection, comme l'Union africaine l'a contesté, comme l'Union européenne est en train de le contester. Ils ont fait une tournée aux États-Unis où ils ont été reçus par le Sénat américain justement pour donner leur version. Et les Américains vont aussi contester cette élection-là. Mais on peut contester pendant 50 ans, c'est pas ça qui fera bouger les lignes. Absolument. Ce qui fera bouger les lignes, c'est le Burkina Faso, c'est l'indignation populaire, c'est les sociétés, les ballets citoyens qui sont capables de s'organiser pour que leur volonté citoyenne soit respectée. Et pour ça, on a des moyens pacifiques. La tournée de Ping, c'est une bonne chose, mais je pense que si Hérault a dit qu'il faut régler la question de manière pacifique, il fallait aussi que son indignation qui se lève avec autant de force quand il y a eu plus de 200 morts suite aux élections au Gabon. Et c'est juste une manifestation citoyenne dans les rues ou ne pas aller travailler ou bloquer les institutions qui peut permettre que le pouvoir change. Le problème en Afrique, c'est toujours ce qu'on avait déjà soulevé tout à l'heure, c'est un problème uniquement d'organisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on va aux élections, c'est toujours un ordre dispersé. Aujourd'hui, le Gabon, c'est vrai a quand même percé l'action en créant, plutôt en s'unissant derrière un seul homme pour pouvoir représenter l'opposition. Mais les partis, les sociétés civiles sont les levants de toute démocratie. C'est eux, justement, c'est sur eux que se basent certaines réalités, parce qu'eux, ils ont la liberté de dire que vous faites mal à droite, plutôt l'opposition, ou vous faites mal le gouvernement en place. Ils peuvent se permettre de taper sur la table et dire ça. Aujourd'hui, on se rend compte que certains hommes politiques essayent de manipuler cette société civile en les poussant pour mener leur campagne. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est permettre à ce qu'à un moment donné, un gars de la société civile dise « Attendez, je me rends compte que là où vous voulez nous mener, c'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut au moins arriver à pouvoir amener de quoi nourrir nos enfants à la maison. Donc, essayer de nous trouver une solution viable plutôt que de pouvoir nous entraîner pour qu'en face, on nous tire dessus. La liberté, c'est également maintenir de l'ordre. Or, tant qu'il n'y a pas d'ordre réel qui se manifeste, eh bien, le gouvernement ou bien le régime en place essaie de protéger ses acquis. Et c'est ça le vrai problème en Afrique. Il faut qu'on y arrive à ce que les partis politiques soient bien organisés et structurés et qu'il y ait un seul représentant de chaque côté, qui est la société civile qui, elle, a la liberté de pouvoir s'exprimer vis-à-vis du pouvoir ou bien de l'opposition, puisse avoir également une assise et permettre à ce qu'on chemine ensemble vers la recherche de l'harmonie de la vie. Merci. On va passer aux deux derniers sujets rapidement. C'est la RCA, qui est la communauté internationale venue au chevet de la RCA, qui est très mal en point, plus que mal en point d'ailleurs. Ça fait des années, malheureusement, que cela dure. Et le président Touadéra était reçu à Bruxelles. Il a plaidé sa cause. Il a besoin de 3 milliards pour redresser le pays. Il en a obtenu 2 milliards 200 millions. Pour certains, ce n'est pas assez. Pour d'autres, c'est déjà pas mal pour un pays qui est dans une situation comme celle-là. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou alors, si oui, quelles sont vraiment les priorités? Rapidement, on passe au sujet suivant. Oui, monsieur Bamaray. Oui, moi, la RCA, c'est un pays frère, c'est un pays voisin. Et le problème qui se pose aujourd'hui en RCA, c'est ce problème d'armement.
parce qu'on a laissé la liberté à ce qu'on repande les armes dans tous les coins de la Centrafrique. Aujourd'hui, on trouve un gamin de 10, 12 ans qui a une arme qui coûte au moins 100 fois sa vie à lui. Donc, on se rend compte que tant qu'il y aura ces problèmes de blocage de cession d'armes au gouvernement centrafricain, surtout à l'armée. La reconstitution de l'armée, c'est la première chose. Oui, des FACA, des forces armées centrafricaines. Absolument, ça c'est la première chose à faire. C'est la première chose et c'est la sécurité. Je disais tout à l'heure que la liberté est également la sécurité. Donc tant qu'on n'aura pas laissé le gouvernement centrafricain organiser son armée, tant qu'on ne pourrait pas permettre à ce que le gouvernement centrafricain ait des armes pour permettre à ce qu'il défende ses frontières et défende à l'intérieur de son pays les meneurs de désordre et surtout les terroristes, je pense que ce pays, un petit pays très riche, qui a beaucoup de potentialités et qui a la capacité de pouvoir arriver à nourrir correctement sa population, on l'a mis carrément au bas de la société en le privant de toute liberté, en le privant de toute possibilité de pouvoir développer ce pays et émerger en particulier. Oui, un mot, monsieur. Mais pour compléter, pour ne pas rebondir exactement sur ce qu'il dit, mais ce que dit mon ami Jean-Maurice, mais juste pour compléter un aspect qui me semble intéressant de mettre le focus dessus, c'est que la Centrafrique, on a eu une migration. On a eu deux phénomènes qui sont intéressants et qui n'appartiennent pas qu'à la Centrafrique, qu'on retrouve de plus en plus dans tous les pays africains. C'est des migrations citoyennes qui quittent le Tchad du nord vers le sud, qui sont des vrais réfugiés climatiques. Suite à l'assèchement du lac Tchad, on a eu des migrations qui descendent parce que c'est les mêmes peuples en vérité. Hein. Oui. Et aussi, on a eu dans la crise centrafricaine... C'était autrefois le Bangui Chari. Le Bangui Chari, absolument. Et on a eu aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est des replis identitaires ou des communautarismes autour des aspects religieux, alors que nos nations se sont construites un peu dans un esprit laïque, républicain, et on voit de plus en plus des replis identitaires. Mais ce que je dis ici pour la Centrafrique, on peut le dire pour la Côte d'Ivoire, quand il y a une crise foncière sur des Burkinabés qui étaient venus également travailler, et de plus en plus, cette question-là de la traçabilité des frontières, des peuples qui sont d'un côté et de l'autre côté, cause d'un énorme problème, et c'est pourquoi l'unification des partis qui rayonneraient dans tous les pays, qui seraient puissants, permettrait de lutter contre ces choses-là. Très bien. Dernier sujet, avant de passer au bilan de la COP et de recevoir Madame Estelle Ado, c'est la RCA. La Côte d'Ivoire, effectivement, oui, la Côte d'Ivoire. Il était au programme, la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu compléter le tableau. Alors, on parlait de ce référendum pour une nouvelle constitution. Il y a eu un oui poussif à moins de 40%, moins de 50%. Certains accusent le président Ouattara, oui, de préparer, de quadriller un peu le pouvoir, parce que déjà, il a créé un poste qui n'existait pas, celui de vice-président, et on soupçonne déjà qui va pouvoir le briguer. Et pour certains, se pose même la question de savoir s'il ne briguera pas un troisième. Certes, il avait dit que quand il ferait les deux, ce serait terminé. Mais là, on ne sait plus exactement. Voilà. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle constitution ? La Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays où on peut dire qu'il y a quand même... Faites attention, il y a un Ivoirien qui est sur le plateau. Attention, il y a un Ivoirien qui est sur le plateau. Hein, alors, ne dites pas de bêtises. La Côte d'Ivoire a déjà assis, ce qu'on peut dire, parler de la démocratie. Parce que tout à l'heure, mon frère Ibrahim parlait de la démocratie qui a toujours existé en Afrique. Si aujourd'hui, on cherche absolument à avoir la démocratie à l'occidental, c'est uniquement, je dirais, c'est suite à la colonisation que nous avons subie. Mais sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a quand même des assises très solides. Les chefs traditionnels ont des pouvoirs très organisés. Aujourd'hui, s'ils ont modifié la Constitution pour mettre en place un Premier ministre à la méthode européenne ou occidentale, c'est uniquement la crainte toujours pour nous que des hommes politiques qui arrivent, plutôt pour beaucoup de nos pays, qui arrivent à un certain âge, ils ont effectivement cette crainte un jour de pouvoir de mourir et de laisser l'État dans un désordre absolu. Donc le souhait, c'est vrai que il y a le pays où il y a le Premier ministre, il y a le pays où il y a le président du Sénat qui peut faire la transition, mais il y a des pays où on se rend compte que cette réalité ne se mettra pas en place. D'ailleurs, la preuve en RDC. Donc,
il est important qu'il y ait ces changements pour mettre en place. Mais ça m'étonnerait que M. Ouattara songe à pouvoir se présenter pour un troisième mandat. Les voix des hommes politiques sont impénétrables. Monsieur Ibrahim El Ali. Moi, dans la question du référendum, il y a deux aspects que je voudrais souligner. Vraiment, en très peu de mots, parce qu'on n'a que 15 minutes. Oui. Rapidement, j'ai vu beaucoup de gens, de membres de l'opposition, qui ont critiqué ce référendum. Mais je leur ai dit, mais la meilleure voie de démocratisation d'un pays, c'est d'aller aux élections, un référendum. Oui. Vous me dites, vous critiquez ce référendum, mais mobilisez vos citoyens pour aller voter non si vous êtes contre. C'est ce travail. Mais le problème, c'est qu'on a une fragmentation des mouvements de l'opposition qui ne partent pas, comme je dis, l'unification des partis. Non, en Côte d'Ivoire, il y avait quelque chose qui était clair. La majorité, déjà, n'en voulait pas. Il y en a qui ont demandé à leurs militants de ne pas y aller. C'était déjà ça aussi. Non, mais ne pas y aller, c'est justement ça. Qui ne le voulaient pas, qui ne voulaient pas. Non, mais mobilisez vos citoyens pour qu'ils aillent voter non. Justement, ils sont allés voter tous. Moi, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je veux souligner, c'est ici dans ce référendum, on a augmenté, on a mis un Sénat en plus de l'Assemblée nationale, du pouvoir législatif, du pouvoir. Ce que moi, homme de terrain, je vous trouverais d'intéressant, parce que madame, elle est là présente, elle parle de commerce équitable. Ce qu'on voit, c'est que la démocratie dans les coopératives de femmes, elle est réelle, effective. Et entre elles, quand elles font des projets agricoles, elles vont vérifier la Cour des comptes entre elles, comment ça fonctionne. Ça veut dire que c'est intéressant de ramener la démocratie dans les petites structures. Voilà. Dans des petites structures. Et la décentralisation, donner des moyens financiers à ces organisations pour qu'ils puissent gérer ça. Et vérification des cours des comptes pour ces petites structures-là est très intéressante. Bon, on a rajouté une chambre des Sénats. J'espère qu'on va pouvoir descendre aussi pour que dans les régions, on ait des démocraties. Comme les femmes en Afrique nous ont donné l'exemple que c'est possible de le faire. Absolument. Et à partir de la base, remonter vers le haut. Parfait. Alors nous tournons vers l'Ivoirienne et elle nous dit ce qu'elle pense. Et ensuite, elle nous parle effectivement de son actualité. Voilà. Rebonjour, Rebonjour. Estelle Ado. Oui. Effectivement, je suis Estelle Ado et je suis de la Côte d'Ivoire, ivoirienne de père et de mère. Et je suis directrice d'une société coopérative des producteurs agricoles du Divo. Et nous sommes au total 1800 membres avec 92 femmes à l'intérieur. Et comme le dit monsieur Ibrahim, dans les coopératives, il y a effectivement la démocratie. Et dans les coopératives, on ne peut pas être président d'une coopérative sans qu'il n'y ait une élection. Donc, l'élection, avant de faire l'élection, il y a des délégués qui se désignent pour dire, bon, je veux représenter tel village, je veux représenter tel village. Et c'est ensemble maintenant qu'on fait les élections, après une campagne, au cours d'une assemblée générale. Bon, on fait les élections, les campagnes avant. Et au cours de l'assemblée générale, maintenant, on peut voter soit à bulletin secret, ou soit à main levée, ou soit par acclamation. Mais en fonction de ce qui s'est passé, il a aussi dit que, en principe, l'opposition devait partir pour voter le non. Et si vraiment ils étaient pas contre, ils étaient contre cette nouvelle constitution. Et on peut dire effectivement c'était le cas. Absolument. C'était le cas parce que pour pouvoir exprimer son opposition à son mécontentement à quelque chose, il faut aller et dire, moi, je vote non. Je me souviens, au premier référendum pour les changements, il y a eu des personnes qui ont voté non et des personnes qui ont voté le oui. Et quand on a fait la balance, on a trouvé que le oui est passé pour que ça puisse aller. Absolument. Mais si nous sommes restés et nous disons qu'on dit non, ça ne peut pas passer. Non. Forcément, même si on est peut-être 10 000, je prends un exemple, on est 10 000 en tant que population. Et dans les 10 000, il y a 5 000 qui disent eux, ils ne vont pas voter. Et les 5 000 vont voter. Les 3 000 vont voter. Du coup, ce sont les 3 000 qui vont gagner. Donc, du coup, la Constitution, elle passe à main levée. Absolument. Donc là, je pense bien qu'il n'y a plus rien à dire. C'est d'accepter cette nouvelle Constitution et ensemble, d'espérer que de façon ascendante, les informations arriveront au niveau de la population et que la démocratie sera amplement représentée en Côte d'Ivoire. Ouais, la démocratie sera sauve dans ce pays. On va passer à un autre sujet, monsieur. Je suis désolée, on va parler on a moins de 10 minutes. Voilà, parler de votre coopérative. Effectivement, je disais... Du commerce équitable un peu sur le continent en Afrique. D'accord. Je disais que nous sommes une coopérative de 1800 producteurs et que depuis l'an 2010, nous sommes inscrits sous le label Commerce équitable Fair Trade.
Et que grâce au commerce équitable, les producteurs de la ville de Divo, qui sont membres de la coopérative Scopradi, bénéficient d'un prix minimum garanti. Et en plus de ce prix minimum, ils bénéficient aussi d'une prime d'investissement qui leur permet de réaliser leurs rêves. Il y a une partie de la prime qui est rémunérée directement en espèces aux producteurs. Et les 3 autres parties qui restent sont investies de façon en pourcentage dans plusieurs activités. On investit dans le secteur social, on investit dans le secteur environnemental et puis on investit aussi économiquement. Donc de façon économique, on rémunère chaque producteur en fonction de son tonnage livré. Et de façon sociale, on construit des écoles, des maternités, des écoles maternelles pour pouvoir aider aussi les élèves. Et on fournit des kits scolaires à des enfants. Et au niveau de la santé et la sécurité, on a une infirmerie qui soigne les producteurs. Et aussi, au niveau des femmes, nous avons créé une association. Bon, je suis la responsable du genre, de la promotion du genre. Et donc, en accord avec le conseil d'administration, nous avons regroupé toutes les femmes en association, de sorte que dans chaque communauté, on puisse avoir des groupements de femmes. Et nous avons financé ces femmes, nous avons attribué des matériels d'outils d'agriculture pour qu'elles puissent faire au moins le riz, le maraîcher, ou soit même la banane. Et donc, chaque année, quand elles font leur récolte, elles pensent d'abord même aux écoles s'il y a une cantine là-bas, et le reste, elles commercialisent pour leurs propres revenus. Et donc, la coopérative aussi au niveau de l'environnement, elle fait la formation de ses producteurs en bonnes pratiques agricoles. Tout ça, c'est à partir de la prime qu'on le fait. Donc, c'est pour dire que grâce au commerce équitable, la prime que nous recevons, nous l'investissons. Et nous l'investissons de façon démocratique. C'est-à-dire, avant d'investir cette prime que le commerce équitable nous remet, nous faisons des assemblées générales où chaque communauté exprime ses besoins. Il dit, moi, j'ai besoin d'une école, ou soit les femmes disent, non, nous, on a besoin d'un puits, parce que la pompe est un peu plus loin, bien le marigot est trop loin, ou soit nous, on a besoin que vous réhabilitez notre pompe parce qu'elle est gâtée. Et donc, la coopérative, avec son conseil d'administration, se charge de réhabiliter tous ces grosses œuvres. Et au niveau de la lutte contre le travail des enfants, la coopérative est inscrite dans un programme de ICI, c'est-à-dire Initiative Coco Foundation. Et puis, il y a aussi, c'est tout le village qui protège l'enfant, initié par Fairtrade Africa et Fairtrade International. Et même Massavilla y fait partie. Et donc, nous faisons la sensibilisation des producteurs de sorte qu'ils ne puissent plus utiliser leurs enfants dans les travaux champêtres, mais plutôt qu'ils envoient les enfants vers les écoles que la coopérative a construites ou même dans les écoles où le gouvernement de Côte d'Ivoire aussi a construit. Et aussi, le second point qu'on fait, c'est que nous avons aussi employé des jeunes qui vont se charger de recenser des enfants où il n'y a pas de livres, où il n'y a pas d'école, tout ça, pour que la coopérative puisse réaliser ces activités-là aussi. Et au niveau de l'école, on fait un gros point, c'est que souvent, il y a des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance dans les campements. Et la coopérative, en accord avec son partenaire, établit des extraits de naissance pour que ces enfants puissent aller librement à l'école, puissent composer et puissent faire choses. Et donc, pour les femmes surtout, nous formons aussi sur le droit de la femme. Nous formons sur le droit de la femme, nous formons en nutrition. Nous avons même embauché 2 femmes qui sont chargées de faire les animations pour uniquement que former les femmes sur comment nourrir les enfants, comment avoir une alimentation équilibrée avec tout ce que nous avons en Afrique. Donc, voici un peu ce que nous faisons en tant que coopérative certifiée Fairtrade. Et avec le commerce équitable, aujourd'hui, Massavilla nous a invités afin de pouvoir présenter nos actions par rapport au commerce équitable. Et dit aussi qu'avec le commerce équitable, c'est un pays de la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Divo, qui fait ressortir petit à petit ses producteurs de là où ils étaient avant.
Voilà. Moi, je voulais Je vous vous poser une remercie. question plus simplement. Expliquer qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas. C'est quoi le commerce équitable? Le commerce équitable, c'est avant tout un commerce qui garantit un prix minimum à ses producteurs. C'est un commerce qui reverse encore une prime d'investissement à ses producteurs. C'est un commerce qui lutte pour l'environnement. C'est un commerce qui lutte aussi pour la promotion de la femme. C'est un commerce où le producteur, en tant que producteur, l'homme est d'abord une priorité. Voilà. Et qui coupe les circuits de commercialisation, qui passe du Commercialisation. producteur au consommateur la plupart du temps. Très bien. Vous avez une actualité aujourd'hui, vous avez dit que vous étiez là. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui pour informer le public français que nous avons une activité, une conférence aujourd'hui au 13e arrondissement, à la mairie du 13e arrondissement, et que la conférence sera lieu à 14h. Donc, j'attends le grand public de la France pour venir écouter ce que la coopérative a à leur expliquer sur le commerce équitable. D'accord, très bien. Nous vous remercions vraiment infiniment. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission. Vous pouvez intervenir aussi. Nous allons parler du bilan de la COP. Oui. Oui, monsieur Ibrahim El Ali. De la COP, La COP 22. Oui, la COP 22, bien sûr, oui. Il y a eu la COP 21, grand enfant de publicité, et la COP du Maroc est passée un peu sous silence. Mais ça s'est passé également dans la période électorale aux États-Unis, donc ce qui fait que ça a beaucoup... L'élection américaine a focalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce que l'Afrique a pu... Déjà qu'elle s'est organisée en Afrique, cette COP 22, elle était à Marrakech, au Maroc. Elle s'est passée au Maroc, effectivement, et le Maroc a beaucoup de réussite en matière d'environnement, hein, autant sur son plan Nour énergie, parce que le Maroc quand même autant dans l'énergie, dans le solaire, mais également sur les plages durables, le contrôle des plages, sur aussi à Marrakech par exemple, la distribution d'eau se fait de manière peut-être le plus développée au monde, hein, parce que le Maroc a beaucoup d'expériences au niveau environnemental qui sont intéressantes à un peu implémenter un peu en Afrique subsaharienne. Mais ce que je retiens de cette COP 22 qui est important, c'est qu'elle a été bloquée par l'élection de Trump. Parce que après le sommet de Copenhague, on n'arrivait jamais à avoir des accords parce que les deux grands décideurs en fait, qui se sont réunis, ça a été la Chine et les États-Unis pour faire avancer un peu la COP et donner des accords internationaux. Et à Paris, on a pu réussir à la COP 21 à avoir des accords qui ont été ratifiés que parce que la Chine avait commencé à avoir un taux de pollution très important dans ses villes et aussi qu'elle est la principale productrice de l'industrialisation du solaire. Donc elle avait un double intérêt à ce que les accords soient signés. Et enfin, on avait réussi à les signer et la COP 22 a été plombée par l'élection de Trump parce que lui, il était contre le réchauffement climatique. Mais Trump, il faut savoir... Mais il a un peu mis d'eau dans son vin. Voilà, il a mis de l'eau dans son vin, dans tout ce qu'il a dit, parce que Trump, c'est quelqu'un... Un commercial. Un commercial qui allait vendre son élection. Voilà. Mais après, une fois qu'il a été élu, les experts sont venus lui dire calme-toi un peu, voilà les réalités. Et les 100 milliards promis à la COP21 pour l'Afrique? Pardon? Les 100 milliards qui avaient été promis? Les 100 milliards sont actés, sont signés. Les 100 milliards, c'est pas 100 milliards, c'est 100 milliards par an. Et beaucoup de gens confondent le fonds vert et ces 100 milliards par an. Voilà, c'est ça. Oui, mais les 100 milliards par an, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de faramineux. Hein. Non. Les 100 milliards par an, si on imposait normalement juste les 2 ou 3 majors des industries pétrolières entre le Congo, le Gabon et le Tchad, on aurait plus que 100 milliards par an. Ce n'est rien du tout, 100 milliards par an. C'est rien par rapport au développement d'un continent. Je vais vous rappeler qu'une société comme Google, à elle toute seule, elle produit de la richesse comme le quart de la richesse produite entre l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Mais oui, on nous a dit que les 1000 personnes les plus riches du monde avaient à eux seuls plus de la moitié de la fortune du monde entier. Voilà. Oui, et puis les 10 sociétés américaines, les 10 premières sociétés américaines produisent plus de richesse que toute l'Afrique. C'est pour ça, ces histoires de 100 milliards ou de chiffres, ce n'est rien par rapport à la richesse du monde. Voilà, oui. Au niveau de la coopérative, quand il a parlé du changement climatique, au niveau de la coopérative, pour lutter contre le changement climatique, au lieu d'utiliser maintenant trop de produits, nous, on préfère faire du compostage pour que ça puisse avoir des effets positifs sur l'environnement. Oui, l'environnement. Mais il faut souligner que l'Afrique, toute son économie repose sur l'environnement jusqu'à présent. Donc on est les premiers intéressés par la question environnementale. Je suis désolée, c'est un débat passionnant vraiment et toute bonne chose a une fin malheureusement. J'aurais souhaité, je ne sais pas pendant combien de temps vous êtes là, peut-être qu'on aurait pu faire une émission dans la semaine, je ne sais pas, vous repartez... Je repars le mardi 29. Vous partez le mardi 29. Et aujourd'hui, l'après-midi, je serai à Angoulême jusqu'à lundi.
D'accord. Malheureusement, nous sommes ici à Paris, donc on aurait souhaité revenir vraiment pour qu'on fasse une véritable émission, parce que vous avez des choses très intéressantes. Vous voyez, je suis déçue parce que des choses tellement intéressantes qu'on aurait voulu Et faire le une émission développement entière passera par consacrée par les 100 femmes. coopératives comme ce qu'elles font, ces femmes-là. Il faut les féliciter. Alors, C'est merci indécent. à Madame Ado Estelle qui est venue de Côte d'Ivoire, la présidente de la Scopradi, c'est ça. Merci à Monsieur Ibrahim El Ali, le président de Green Blue France. Merci Blue Green. That's it. Yes. Merci à Monsieur Jean-Maurice Bamaré, qui est conseiller politique, en même temps secrétaire général des Tchadiens de France. Et puis, il était accompagné, il faut quand même préciser que vous êtes madame? Voilà, Madame Valériane Rodriguez. Très bien. Elle fait partie, c'est vous qui organisez le rassemblement, la conférence de tout à l'heure. Ah, vous représentez Massavla. C'est dommage, on n'a pas assez de temps. C'est bien dommage. Voilà. Monsieur, et merci infiniment au maestro. Merci à Lucien. Rendez-vous samedi prochain, même lieu, même heure. Merci beaucoup.